Ok, des petites notes. Ok, bienvenue le forum, bienvenue dans ce... Merci. Non, maintenant on va la refaire, attends, c'est quoi ce podcast de beauf? Ça lâche des rots pendant les intros. C'est le Z9 podcast. Bon alors bienvenue le fofo, bienvenue pour ce podcast et non pas le podcast de débrief de Money in the Bank, un podcast où on a décidé que ce serait plus pertinent de parler un petit peu de la situation du catch dans sa globalité. Je suis Flea et je suis accompagné pour ce faire de Lynx de BG. Bonsoir à tous. Je suis également accompagné de King's Name. Salut. C'est quel King's Name qu'on a aujourd'hui? C'est le 12, le 13, le 14, le 15? Là c'est le 15, j'ai récupéré mon pseudo. Là c'est le 15. Et je suis accompagné de YOLO Sums. J'aime Sacha Banks, merci. Bon, c'est une fin de podcast pour YOLO. On va parler un petit peu de tout. On va commencer à parler, si ça ne vous dérange pas, messieurs, de la situation de la WWE. Je pense qu'il y a quand même quelques petites choses à dire depuis la dernière fois qu'on a fait un podcast. On peut commencer par ce qu'il y a de bon dans la WWE. On va parler de choses positives pour commencer. Tiens, on va faire pareil que les présentations. On va commencer par toi, Lynx. Qu'est-ce que tu retiendrais de bon à la WWE pour le moment? Pas grand-chose en fait. Juste le fait que les champions, c'est pas mal. Donc Kofi, Seth Rollins. Intercontinental, c'est qui? C'est Balor? Je crois toujours, ouais. Ouais. Bah en fait les champions ça va en fait. C'est juste le booking et tout qui est... Genre les rivalités. Samoa Joe ça pue la merde, machin. Mais franchement en ce moment... je trouve qu'il y a très peu de choses qui vont bien. Je vais pas m'éterniser dessus en fait. Ouais, sur les bons côtés. Non mais c'est bien déjà, au moins t'essaies de développer, c'est déjà pas mal, plutôt que de dire c'est de la merde. Toi King's Name, qu'est-ce que tu retiens de bon? En fait moi je regarde pas, je regarde même pas les résultats. Tout ce que j'ai retenu c'est les vidéos de Lesnar qui danse et le titre 24/7 qui est rigolo. Ouais voilà. Merci de ta participation au podcast si t'as rien regardé, chef. Ah bah c'est un vrai plaisir. Et toi YOLO, qu'est-ce que t'as retenu de bon? Moi j'aime bien le titre 24/7. Ouais, c'est sûr que c'est une des choses les plus intéressantes du show pour le moment, encore que dernièrement ça redevient un petit peu redondant parce que là on est le 13 juin. En date du 13 juin, là les weekly qui sont passés, on a un petit peu de redondant. Il y a eu cet épisode dans l'ascenseur où il se passe pas grand chose. On a R-Truth qui perd pas le titre depuis maintenant quelques jours et ce qu'on aime dans ce titre c'est que ce soit un petit peu plus dynamique. Mais c'est vrai qu'à la base il était quand même pas mal ce titre. Sinon ce que je retiens de bien aussi, donc ouais, Lesnar avec la valise, ça va, c'est sympa pour le moment. Et il y a les petites pastilles de Bray Wyatt. Ah oui, exact. Qui sont ça va être de la merde. Hein? Non. Bah si, ils font trop durer le truc. Ouais. Ouais. Moi je trouve que justement, j'ai limite pas envie que Bray Wyatt débute parce que voilà quoi. Sur le ring, on sait. C'est juste les vignettes sont énormes. Ouais. T'as juste envie que ça dure encore plus. Moi j'ai bien aimé le truc où il tue le mec et après la sauce tomate il le bouffe. Après ils ont montré la caméra dans l'arène, les gens ils étaient en mode qu'est-ce que c'est? C'est ça justement qu'il faut. C'est quoi ce bordel? C'est vrai que si tu regardes, tu vois, ils font souvent des plans sur l'arène et à chaque fois je me dis pourquoi vous faites ça, parce qu'il y a une non-réaction systématique du public. Ah oui, ils sont perturbés. Alors qu'il y avait eu un fan qui avait filmé la petite pastille quand c'était à la tournée en Angleterre. Là il y avait de l'ambiance, là on était bon. Ouais voilà, c'est ça la différence entre les publics. Et toi King's Name, toi Wyatt, t'es plutôt pour qui commence à redébuter ou tu préfères attendre encore un peu? De Wyatt? Ouais. Je préfère Firefly Funhouse que ces matchs. En vrai, oui, pareil que Lynx, s'il pouvait rester là pendant 10 ans, il reste là pendant 10 ans, ça me dérange pas. Après, je voulais revenir sur Oui. Lesnar parce que j'avais sa présence quand il est toujours là, je trouve que c'est bien aussi. Parce qu'avant, il était jamais là. Là, on se plaignait. Là, maintenant, il est là, il fait pas de match, mais on sent qu'il y a sa présence. Il y avait une vraie tension à chaque fois qu'il apparaît. Donc, je trouve que c'est aussi un point positif. YOLO sur Lesnar? Je trouve qu'ils ont merdé dans le sens où ils surutilisent l'élément d'improvisation de sa première apparition avec la danse.
En fait, ils en ont fait un truc connu. Oui, c'est vrai que c'est un peu typique de la WWE de surutiliser les choses qui marchent bien, j'ai l'impression. C'est vrai que là, encore une fois, ils ont utilisé ça avec très peu de subtilité. C'est vrai que c'était marrant à la base. Maintenant, c'est vrai que Lesnar avec la valise qui danse et tout, on l'a vu 3-4 fois, c'est bon. Il l'a refait. La valise, là, de danser avec ? Ouais. Mais ils ont customisé la valise en boombox pour accompagner le petit comédie act. Génial. Ah, ok, je pensais qu'il l'avait fait qu'une seule fois, moi. Non, Ouais, c'est nul. non, il l'a fait plusieurs fois et ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant de le revoir toutes les semaines maintenant, mais je trouve qu'ils ont pas grand chose à lui faire autour de cette storyline. Sauf que là, avec le truc qu'ils ont mené, il faut qu'ils cachent incessamment sous peu, puisque ça va pas durer un an, ce truc-là. Ouais. Donc s'ils cachent pas avant Stomping Ground ou juste après, ça va être chaud de tenir tout ça. Bah, ils auront surtout fait toute la storyline pour rien, mais bon, après. Ouais. Bon, oui, donc Lesnar, Money in the Bank, on a parlé de Bray Wyatt, le 24/7. Quelqu'un a autre chose à rajouter sur ce qui se passe de bien? Peut-être le règne de Kofi, est-ce qu'il vous plaît? Bof. Il affronte quelqu'un, non? SmackDown, j'ai vu. Il a affronté Kevin Owens, Dolph Ziggler et Sami Zayn avec le New Day. La fiche de rêve. Non, oui, bah d'ailleurs, ce qui est bien, oui, on peut le rajouter à SmackDown, Big E qui est revenu. Ah, ouais. Ah, le dieu. Ah oui, non, mais Big E, pour moi, gros succès, gros talent. Mais c'est vrai qu'il faut voir ce que ça redonne, mais bah, je pense qu'on est prêt à tomber du mauvais côté de la WWE, et là, je pense qu'on aura un petit peu plus de choses à dire, mais on peut commencer avec ce segment, cette transition, pour dire que ce qui va pas à SmackDown, pour commencer, c'est la title picture autour du championnat du monde. Pour moi, c'est la crise. On passe de Daniel Bryan à Dolph Ziggler. J'adore Ziggler, mais c'est du mid-card tout ça. Même Kofi Kingston, pour moi, c'est du mid-card. On a besoin d'adversaires qui élèvent son statut à celui de la ceinture. Et c'est pas Dolph Ziggler qui va aider à ça. J'allais dire surtout que Dolph Ziggler, son personnage, il a aucune cohérence depuis plus d'un an. Depuis qu'il a gagné la ceinture des États-Unis et qu'il l'a rendu vacante juste après. Et il n'y a plus aucune chose cohérente depuis. Ouais, c'était très intéressant parce que effectivement, ouais, il avait déposé la ceinture, il avait rendu la ceinture US vacante. Et on s'est dit, ouais, il va se passer quelque chose derrière et tout. Et puis non, il n'est pas revenu. Et puis il est revenu de manière très random à un Royal Rumble pour se faire éliminer comme si de rien n'était. Ah, il a dit, je vais dans le Royal Rumble, du coup tu t'attends à ce qu'il gagne. Et non. Non, il s'est fait. Encore. Mais en plus, je crois, si je me trompe pas, hein, il était arrivé vers la fin du Royal Rumble, genre 29 ou 30e, une connerie comme ça. Ouais, c'est pour ça. Et il perd, c'était une déception. Enfin bref, on part dans le passé. Toi, Yolo, un avis là-dessus ou autre chose qui va pas? Pareil, en fait, Dolph Ziggler, même Kevin Owens, je trouve que c'est des challengers assez fades. C'est pas fade, c'est juste pas main event. Bon, en fait, il faut quelque chose pour... j'aime beaucoup le règne de Kofi, mais il faudrait un adversaire qui puisse vraiment le mettre en valeur, quoi. Ouais. Il faut surtout du suspense, parce que Kevin Owens, ça fait 50 ans qu'il tourne autour de chaque ceinture mondiale, mais on sait qu'il va jamais la gagner. Depuis la ceinture universelle, on sait qu'il peut jamais gagner la ceinture. Ah, il peut la gagner, c'est juste, est-ce qu'on veut le voir avec la ceinture? J'adore Kevin Owens, encore une fois, mais en champion, j'ai pas aimé ce qu'ils en avaient fait. Et puis même maintenant, je trouve qu'on l'a trop décrédibilisé, je trouve qu'il fait plus champion. Mais d'un autre côté, Kofi Kingston ne fait pas champion. Toi, Yolo, je sais que tu aimes bien son règne, comme tu viens de le dire. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça, depuis, juste à part ce feel-good moment à WrestleMania qui était génial. Depuis, j'en tire rien du tout. Il a pas le charisme, il a pas le mix skill, il a pas l'acting, il a le in-ring, mais encore une fois, on l'a tellement vu stagner au mid-card. Je trouve que voilà, il fait pas un champion crédible. Et c'est vrai qu'on prend la problématique dans ce sens. On se dit, il lui faudrait des adversaires qui le tirent vers le haut. Bah déjà, un champion, peut-être que ça devrait pas avoir besoin d'être tiré vers le haut. Ça devrait être quelqu'un qui est déjà établi. Comme Daniel Bryan, quand il est devenu champion, il y a rien qui m'a gêné là-dedans, tu vois. Kingsname, qu'est-ce que tu as ajouté? Pas grand chose, honnêtement. Moi je regarde pas. Je regarde même plus les résultats parce qu'en fait ça m'intéresse pas. Donc voilà. Je ferai une transition là-dessus. Après, non, personne pour parler du Mid-Card of Evil, de Shane McMahon, de tout quoi. Ah oui, Shane McMahon, la wildcard énorme. Du coup, qui te permet de voir Shane McMahon le lundi et le mardi. Ça, c'est vraiment.
3 fois par show en plus. Voir les mêmes segments tout le temps, machin, Shane qui dit c'est le best in the world. Ouais. Et ça prend 15 minutes, donc voilà, ça remplit un peu le show parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Où en est votre situation de carrière sur une échelle de 10 à Drew McIntyre? Honnêtement, imaginez-vous dans sa tête, le mec, c'est horrible ce qu'il vit. Non, je pense que Drew McIntyre, il a quand même encore un bel avenir, parce que là, bon, il est un peu aux côtés de Shane McMahon, mais je pense qu'il peut rebondir à chaque moment. Chaque moment, il peut avoir un match de championnat, il a gagné. Je pense qu'il est pas foutu. Ouais, mais s'il a un match de championnat, tu vois, ce sera limite par piston, tu vois. À la limite, le seul truc qui pourrait l'établir, ce serait de faire un heel turn sur Shane McMahon et d'engager vraiment une storyline. Face turn. Oh oui, c'est vrai que dans le cas, ouais, totalement. De faire un face turn sur Shane et ouais, de partir sur une petite chevauchée qui partirait sur le mondial et qui l'établirait vraiment. Mais là, pour le moment, il passe de laquais de Baron Corbin à laquais de Shane McMahon. C'est triste. Ouais, enfin, ce genre de face turn, je trouve pas que ça fonctionne, puisque sur le coup, tu te dis ouais, c'est trop bien, mais ça s'essouffle très vite en fait. Moi, je pense s'il devient champion, faut qu'il le devienne en tant que heel, et limite après, pendant son règne, tourner face tout doucement. Ouais, c'est un cul-de-sac. Parce qu'en plus, c'est vrai que qui a envie de voir Drew McIntyre faire un face turn, donc qui a envie de voir Drew McIntyre babyface? Ouais, parce que à NXT, ça était un peu fade quand même, à NXT quand il était babyface. Complètement. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il est dans un cul-de-sac, Drew McIntyre pour le moment, il a vraiment pas de chance. Et ouais, c'est vrai que on en avait tous marre de Baron Corbin qui était partout. La WWE a dit hold my beer, je vous mets un peu de Shane McMahon à la place. Et du coup voilà, on est passé de Baron Corbin à Shane McMahon, c'est pas mieux. C'est horrible. King's Name, Roman Reigns, ton pote. Roman Reigns, trop content qu'il soit revenu et qu'il va avoir à nouveau des matchs de qualité comme contre Randy Orton par exemple. D'ailleurs, elle a commencé la feud de Reigns-Orton ou pas encore? Ils ont un match à Stomping Ground? Non, toujours pas, alors que c'est dans 2 semaines. Ouais, pas mal. Ça va être un match... Exhibition, gala. Exhibition, ouais. Le titre 24/7 va être défendu 55 fois sur ce show, c'est énorme. Ah, franchement, j'ai rien contre. Hein. Le titre 24/7, je le mettrais dans les points négatifs quand même, personnellement. Pour ce qui se passe récemment avec ou pour l'ensemble de son œuvre? J'avoue que le titre il est moche d'abord, mais ensuite le seul point positif c'est qu'il a apporté un peu de fraîcheur, et c'est moins violent, voilà quoi. C'est moins. Et en plus c'est toujours les mêmes qui tournent autour. Et je trouve que ça décrédibilise un peu ceux qui tournent autour, genre les Cedric Alexander qui vient juste d'être promu à SmackDown, les EC3, pareil, qui était comme le top guy d'NXT qui allait arriver dans le main roster, un peu à la Apollo Crews. Apollo Crews, on sait maintenant ce qu'il est aujourd'hui. Et donc je pense que ça fait une mauvaise pub pour certains de ces catcheurs qui tournent autour du titre. Ouais, c'est les dommages collatéraux. C'est en fait le titre 24/7, c'est vraiment un titre pour les jobbers, pour faire joujou et pour qu'ils passent à la télé. Et du coup, c'est très intéressant de ce côté-là. Mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui avait l'air un peu plus établi, qui tombe dans cette division et qui tourne autour de ce titre, c'est vraiment très très visiblement une baisse de classe en fait. Donc c'est vrai que c'est le mauvais côté de ça. C'est comme d'ailleurs, comment il s'appelle, Chad Gable, là, qui est tombé à 205. On peut être content pour lui parce qu'il aura du temps d'antenne, mais c'est un déclassement terrible. Ouais, bof. Enfin, moi je trouve que s'il a sa place, parce que franchement, il a jamais de réaction. Pour l'avoir vu en live, c'était censé être le face, il était totalement à la ramasse. Après, il est super bon dans la ring, faut pas dire. Mais franchement, le public accroche pas du tout à son personnage. Non, mais c'est qu'il a été mal booké. Après, je sais pas si, quand il est bien booké, je sais pas s'il fait bien le taf, je sais pas si c'est un bon acteur, tout ça, parce que je sais juste qu'il est pas booké. Quand il est booké, c'est voilà, il dit 2-3 trucs, ou dans une gimmick pas intéressante, là, quand il faisait le Miss Do, on va dire, de Bobby Roode, c'était pas très très intéressant, là, voilà. Après, je sais que... C'est un mec qui doit être dans une équipe solo, c'est pas viable. Parce que quand on voit bien American Alpha, elle a été énorme cette équipe. Et ils l'ont cassé pour rien. C'est ce que j'allais dire dans American Alpha avec Jordan, il était super cool, même quand il faisait des petits segments, des interventions au micro, je trouvais ça très très bien.
Parce qu'il était dans son rôle, il était dans un rôle très intéressant. Après, c'est vrai que ils ont même pas donné une chance à American Beta quand il était avec Shelton Benjamin. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui s'en souviennent, parce que je pense que ça a été un bide. Oh, je pense totalement. Question piège, qui sont les champions par équipe de Raw? Revival. Et ouais. Mais c'est parce que j'ai vu le top 10, mais sinon il y a une semaine j'ai eu un trou quand je me suis posé la question. Mais même maintenant, moi je les ai regardés, là j'ai posé cette question parce que comme toi j'ai regardé ce matin un petit peu, je me suis rafraîchi la mémoire. Depuis ce matin, j'avais même oublié que Revival étaient les champions. Donc, Et sinon c'était Kurt Hawkins et Zack Ryder pendant un mois. Exact. Plus d'un mois. Exact. Et on s'en fout. Ça aussi, c'était qui avait posté? C'était toi YOLO qui avait posté les temps d'apparition des catcheurs? Ouais. Ils étaient apparus Hawkins et Ryder, je crois, 10 secondes depuis WrestleMania. Oui. Ça dit tout sur l'état du titre. Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est pas les Usos les champions. Parce que les Usos, on en a assez vu, je pense. Ouais. Même s'ils sont bons. Enfin, quand tu vois la division de Raw... Mais Revival, ils sont très bons, ils sont excellents. C'est peut-être la meilleure équipe en ce moment. C'est le booking C'est qui veut juste que c'est le booking, mais oui. Ouais. Oh là là, terrible. Revival Usos, c'est de l'or. Et quand tu vois ce qu'ils en ont fait, c'est à gerber. Non, ouais, c'est vrai que les Usos, c'est un peu le Charlotte Flair du titre tag en fait. C'est qu'ils sont très très bons, c'est les meilleurs, mais on les a un peu trop vus quoi. Ils s'étaient bien avec leur nouvelle gimmick en 2016. Ils s'étaient bien relancés. Parce que leur gimmick en 2014, Samoan, ça par contre j'ai détesté. Quand ils étaient avec la gueule peinte là et qu'ils faisaient le hacker en entrée. Ouais, ça c'était nul, ça c'était très très mauvais. Mais on va se servir de ça pour faire une petite transition pour toi YOLO. D'ailleurs je vais te lancer là-dessus. Tout à l'heure je disais que les Usos c'est le Charlotte Flair du titre tag. Et ben parlons de la division féminine. Dans des questions que je dise. Non ouais, qu'est-ce que tu penses par exemple de la feud pour SmackDown? Donc c'est Bayley contre Cross contre Bliss. C'est quoi le projet? C'est contre Bliss elle a pris Bliss à Stomping Grounds. Ouais, Bliss qui est à SmackDown. Enfin qui a, je comprends plus rien moi. Moi, je m'en fous dans le sens où Alexa Bliss elle est à Raw, donc je pense pas qu'elle va gagner. Ah, elle est à Raw en plus. Mais oui, ouais. C'est ouf. Oh putain. Et ça me fait d'autant plus mal quand tu vois que Ember Moon elle a des segments backstage. Elle s'est fait casser sa Switch, putain. Ouais, c'est ça le pire, surtout que Ember Moon contre Bayley, ça peut donner du bon. Ouais, ou même Sonya Deville contre Bayley, mais... Oui, Sonya Deville aussi, mais Alexa Bliss, je comprends pas le choix. Surtout parce qu'elle est à Raw en plus, alors là, vraiment, c'est un mystère. Parce que c'est une célébrité, Alexa Bliss. On joue sur le Star Power, parce que voilà, elle est établie en tant que top star, on va dire, mais c'est vrai que... Ouais. Le pire, c'est qu'elle est face. Mais on sait pas. Oui, en plus, oui. Elle est face, oui et non, parce que c'est vrai que quand tu la voyais à Moment of Bliss ou à Raw quand elle pouvait pas catcher, elle apparaissait 2 fois par show, et des fois c'était une fois face et une fois heel, à la Stephanie McMahon en fait, il n'y a rien d'établi. En fait c'est ça qui décrit le mieux la WWE, c'est qu'en ce moment déjà les décisions elles durent à peu près 1 heure, c'est l'espérance de vie d'une décision, et c'est un fouillis total, rien ne reste stable, enfin voilà, il n'y a pas de continuation, pas de continuité quoi. En plus toutes les semaines on la voit dans son pantalon en cuir là, on sait que elle l'aimait pour quelque chose. Ouais. Donc oui, sinon, pour revenir au sujet, il y a la faute de Raw aussi, là. Becky Lynch contre Lacey Evans. Ouais. Bon, Becky Lynch, j'ai récupéré un capital sympathie pour elle depuis que je la vois plus. Oui, tout à fait. Oh. Tout à fait. En fait, c'est pas que je l'aime bien, c'est juste que maintenant, je m'en fous d'elle, en fait. Lacey Evans, pour moi, c'est pas assez, voilà, c'est pas assez pour le coup. J'aime bien. Peut-être penser quelqu'un d'autre. J'aime bien, moi je le mettrais du bon côté, Lacey Evans qui continue dans cette carrière-là vers le titre. Parce que c'est vrai qu'elle avait été un peu expédiée au dernier show, et moi j'aime bien Lacey Evans. Son seul problème c'est son finisher, mais parce que c'est vrai qu'on sait pas quand elle met son finisher ou quand elle met une patate normale. Pour moi quand ton finisher c'est une patate, tu devrais pas mettre de patate dans le match tout court. Donc ça c'est vrai que c'est un peu un fouillis, mais sinon Lacey Evans j'aime bien, elle a de bonnes offenses, elle a une bonne attaque, elle a un
un bon charisme. Elle a une gimmick un peu pourrie selon moi, mais elle a le charisme quand même. Ça fait que non, ça me dérange pas. Après à Raw, honnêtement, qui pourrait courir après le titre de Becky Lynch? Sasha Banks. Sasha Banks qui aime des tweets contre la WWE, je suis pas sûr qu'elle va devenir championne d'ici demain. Parce qu'elle est conne aussi. Très malin, ouais. Allez, salut. Non, mais tu peux dire ce que tu veux, machin, elle est bonne, mais qu'elle est conne. Bah ouais, question gestion de carrière, putain. Bah, quand tu vois son booking, il y a toutes les raisons du monde d'aimer des tweets contre la WWE. Mais tu peux toujours râler contre le booking. Il y a toujours un moment dans ta carrière où tu vas avoir une opportunité. Sauf que Sasha Banks, elle n'a pas attendu l'opportunité. Elle l'attend pas, elle préfère cracher. Bayley n'aurait pas eu d'opportunité si Sasha Banks n'avait pas fait ça. Ouais, ça c'est une possibilité, ouais. C'est une possibilité, mais justement, tu vois, est-ce que Bayley, elle râlait vraiment alors qu'elle n'avait pas d'opportunité? Non, elle restait à sa place. Est-ce que Ember Moon, elle râle? Est-ce qu'on entend Ember Moon râler que sa storyline, c'est elle se fait casser sa Switch? Non, non, parce que voilà, elle s'est restée à sa place et que... Après, effectivement, on va pas défendre le booking de la WWE ici aujourd'hui, on sait que c'est de la merde, évidemment. Mais voilà, personne n'est surpris de ne plus voir Sasha Banks apparaître au show aujourd'hui, quoi. Elle est pas maline. Après, je suis sûr que Ember Moon, à un point dans sa carrière, elle gagnera la ceinture. Et c'est pas du tout la même chose, en fait. Dans le sens où Ember Moon, elle est assez récente. Sasha Banks, elle est là depuis plusieurs années. Elle est arrivée avec Becky Lynch, Charlotte Flair et Bayley. Enfin, Bayley un peu plus tard. Mais elle a un des pires bookings des 4. Natalia et Alicia Fox, on les entend parler. Après, elle a quand même boosté son nombre de titres. Hein. Ouais, elle championne pendant un mois à chaque fois, super, ouais. Ouais, mais elle a eu une super rivalité contre Charlotte, hein, quand même. Tu peux pas dire que c'est une carrière de merde. C'est Charlotte qu'on est ressorti grande, hein. Oui, Charlotte, elle est ressortie grande parce qu'elle a tout. Ouais. C'est parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui ressorte plus grand que l'autre dans une rivalité, et sur le long terme, je pense que la WWE a choisi Charlotte. Bon, c'est un choix, mais je pense que c'était le bon, mais... Honnêtement, déjà, je pense que c'est le bon. Après, c'est vrai qu'on aurait pu garder les deux du côté de la WWE. C'est vrai qu'ils ont quand même pas mal enfoncé Sasha Banks. Mais quelque part, ils se sont peut-être donné raison, parce que quand on voit les réactions de Sasha Banks maintenant, on sent qu'elle est instable. Voilà. C'est vraiment le genre de talent qui est difficile à gérer, je pense, même si c'est vrai qu'elle a ses raisons pour se plaindre, mais elle le fait vraiment de manière très 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 disgracieuse. Et si elle n'avait pas eu aussi grosse fanbase, elle serait virée depuis longtemps, je pense, hein. Parce qu'elle fait vendre quand même. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Et la WWE, c'est l'argent avant tout. Bah là, ils lui ont proposé, je pense, un contrat ou un agreement, parce qu'elle est quand même allée enregistrer les trucs pour WWE 2K20, je crois. Là, elle est en train d'enregistrer des scènes pour le jeu, donc voilà, il y a quand même un petit peu de taf derrière. Après, bon, je sais pas si c'est pour le billet ou si c'est parce que quand même elle reste un peu respectueuse du contrat. Mais c'est vrai que son attitude, là encore ce matin, je voyais qu'elle aimait des tweets qui étaient très très enflammés envers la WWE. Elle fait la petite troll, sauf que elle est pas sur le forum jeuxvideo.com, quoi. C'est vraiment une personnalité, quoi. Bah, c'est juste qu'elle adore ce qu'elle fait, et ça l'énerve de voir ce qu'ils font d'elle. Bah, faut qu'elle travaille dur, faut qu'elle travaille dans le silence. On a vu pour les Drew McIntyre, ceux qui dans le silence se sont fait virer parce qu'ils étaient pas contents, et derrière ont bossé dur et sont revenus au top, entre guillemets. Mais Buddy Murphy, c'est l'exemple parfait. Le mec qui n'était pas jamais utilisé à NXT, c'était un pauvre champion, et il a travaillé comme un dingue, et aujourd'hui c'est un des meilleurs cruiserweights à la WWE. Ouais, enfin là c'est le mauvais moment pour le dire, parce que vu ce qu'ils en font à SmackDown, c'est un peu la tristesse, ils en font rien. Mais c'est vrai que oui, après c'est vrai qu'il faut attendre son temps. C'est quand même un milieu très très compliqué, là, le catch à la WWE. C'est que vous êtes 100 catcheurs, et puis il y en a peut-être 2 en haut, tu vois. Donc voilà, il y a un roulement, l'air de rien, même s'il y en a souvent qui reviennent. Mais il faut attendre son moment. Après voilà, hein, comme on disait tout à l'heure, on va pas défendre la WWE aujourd'hui, elle a un booking immonde. Mais bon, elle a quand même sa part de responsabilité, Sacha. Parce que ceux qui ont été sous-utilisés et qui ont râlé, il y en a pas des masses non plus. Donc là, elle se fait juste remarquer dans le mauvais sens. Mais c'est aussi la situation qui veut ça, hein. Elle commençait à être un petit peu dissidente, on va dire, déjà avant.
Mais depuis qu'il y a vraiment la AEW et qu'elle peut voir par exemple des gens comme Moxley, voilà, par exemple, ça lui donne des idées, elle devient encore plus turbulente, quoi. Elle a envie de se faire virer parce qu'elle veut voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Non, je pense justement qu'elle veut pas se faire virer, mais elle met la pression parce qu'elle sait qu'il y en a qui sont capables de quitter le bateau à tout moment, mais je pense pas qu'elle veuille partir. Parce que niveau financier, je pense que la WWE, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Je sais pas. Son mec là-bas. Honnêtement, je sais pas, parce que c'est Chris Jericho. Après, je sais pas si c'est de l'info ou l'intox, mais qui disait qu'il a jamais eu un salaire aussi gonflé que la AEW. Oui, enfin après, Jericho aussi, en ce moment, c'est très. C'est pro AEW à fond, et tout ce que fait la WWE, c'est mal. Mais il n'avait pas le même discours il y a encore quelques mois. Après, il crache un peu dans la bouche qu'il a nourrie, puisque pendant toutes ces années, la WWE, ils l'ont quand même bien relancé. Bien relancé. Ils l'ont bien accueilli, il a une super carrière. Jericho, c'est typiquement... Franchement, c'est le même type que Vince McMahon. C'est un mec, si il pense qu'il peut se mettre en avant en te crachant la gueule alors que ça a été honnête, il le fera. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une interview de Jericho, donc peu à peu, tu vois, on transgresse vers ce qui se fait hors WWE, merci de la transition. Et il y avait une interview de Jericho qui disait que... Enfin, il a parlé de son image pendant une demi-heure, quoi, à Sirius FM avec Bully Ray. Il parlait de son image et disait que l'image de Jericho, c'est une image qui rapporte de l'argent et qu'il a envie de prendre soin de l'image Jericho, de la marque Jericho. Donc c'est vrai qu'il s'est dit à ce moment-là de cracher à la gueule de la WWE et de Vince, alors que c'est extrêmement ingrat, ça le mettrait en avant. Maintenant, ça se discute. Je suis pas sûr. Et toi, Kingsname, est-ce que tu as vu le match de Jericho à Double or Nothing ? Non, parce que Jericho sur le ring, là, ça m'intéresse pas. Autant son premier match à la NJPW, ça a été intéressant parce que c'est le retour. Le match était très bon contre Omega. Et après, il y a les matchs contre Naito. On s'est dit, ah ouais, c'est pas terrible. Et là, il a un bid à faire trembler Baron Corbin. Mais non, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas. Ça, je l'ai déjà dit en plus. Déjà, le match contre Naito, je voyais qu'il avait un dad bod absolument. Enfin, ça l'handicape sur le cardio, sur la physicalité. Il est pas présent. Il essaie de se redonner une allure un peu plus brawler et je trouve ça. C'est lent, c'est pas terrible. Et toi, Yolo, est-ce que tu as vu son in-ring ? L'in-ring de Jericho ? Yes. En 2019. Alors, j'ai pas regardé le match parce que ça ne m'intéressait pas. On sent les mecs qui ont bossé. Dominion, t'as pas regardé ? Ah, il était à fond, Non plus. Ok. Excusez-moi, mais moi, Jericho, ça ne m'intéresse pas en 2017. Lynx, parle-nous un peu de son match contre Okada. Son match contre Okada, j'étais pas du tout intéressé. Et j'étais contre ce main event, j'hésitais même à pas le regarder. Je l'ai regardé du coin de l'œil. D'ailleurs c'est Okada quand même. Non mais j'ai eu peur que Jericho gagne, c'est pour ça. Je pense qu'on en aurait entendu un peu plus parler que ça, honnêtement. Oui. Mais sinon le match, Jericho à la ramasse totale. J'ai pas souvenir. J'ai presque oublié ce match. Je te remercie pas de me l'avoir remis en tête. Mais non, c'est pas bon. Et quand tu vois les Meltzer, Feuillon qui se branlent dessus. Est-ce qu'on pourra parler de Feuillon après ? Pourquoi pas, je pense. Si vous voulez, mais je vous avoue que je connais pas du tout le paysage, donc je vous laisserai causer là-dessus. Parce qu'en plus, c'est vrai que je voulais faire un petit aparté hors catch éventuellement, si on avait le temps pour parler de Meltzer et voilà, de ce qui est un petit peu Arabie Saoudite et tout ce qui est hors catch, si on a le temps évidemment. Mais en attendant, oui, c'est vrai que Jericho, j'arrive pas à comprendre. En fait, c'est les puristes qui font genre, c'est un excellent match et tout, parce que c'est juste la volonté d'être à contre-courant. Parce que Jericho sur le ring en 2019, mais même déjà contre Naito, il y en avait qui aimaient, mais bon, il y en avait plus. Moi, j'avais trouvé ça naze. Contre Omega, j'ai trouvé ça naze aussi. Je suis désolé. À Wrestle Kingdom. Hein ? À Wrestle Kingdom. À Wrestle Kingdom, déjà, moi j'avais trouvé ça assez naze. Et à Double or Nothing, c'était contre Omega pareil, et j'avais pas trouvé ça très bon. Fade. C'est fade, c'est exactement ça, c'est que c'est fade. En fait, j'ai l'impression de voir le papa de Moxley et de Corbin. C'est fade. En plus, il gâche un peu sa carrière parce que c'est un excellent catcheur avant ça. Oui, mais
je sais pas si c'est un laisser-aller ou si c'est vraiment une volonté de sa part, mais il se laisse grossir, il se laisse aller. Alors que, voilà, c'est peut-être pour le caractère il un peu. Voilà, pour c'est le ce que gros, t'as envie de le détester. Exactement, c'est ce que je me dis. Je sais pas si c'est une volonté ou il se laisse aller, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il commence à se faire un petit peu vieux et la bidoche, elle sort volontiers aussi, quoi. Ouais, enfin, c'est des catcheurs qui ont son âge et qui sont beaucoup plus performants que lui. Hein. Ouais, mais lui, il aime bien teaser sa petite vodka. Tu vois, il a pas le mode de vie, il a le mode de vie old school, tu vois, il est à l'ancienne. C'est pas du tout un athlète, c'est pas un Lesnar, c'est pas un. C'est une rockstar, hein. C'est un mec qui aime éclater les bouteilles de vodka. Je comprends que Jericho, c'est un personnage qui veut y vendre, mais en fait, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il prétende faire des bons matchs, faire des gros matchs, des gros 5 étoiles, c'est ça qui me dérange un peu. Exactement. Le fait qu'il soit nul, qu'il vende, je m'en bats les couilles, ça, mais dire, je fais des gros matchs, je suis à la New Japan, je fais des 5 étoiles contre Okada, contre Omega, à EW, ouais, non, c'est ça qui me dérange. Je suis un Joe, à chaque fois c'est moi qui pose des culs sur les chaises, à chaque fois qu'il a un interview, c'est à cause de moi que les gens viennent à la AEW. Il a pas tout à fait tort, hein, mais c'est pas à cause de ton in-ring, chef. Mais bon, voilà, il est comme ça, Jericho, il est devenu très orgueilleux avec les années. Moi je sais que depuis on va dire 1 an et demi, il commence vraiment à m'agacer à chacune de ses interviews. Après c'est vrai que c'est son rôle, hein, il est heel, mais il a cette heel hit qui fait que des fois t'as juste plus envie de le voir catcher et c'est la plus mauvaise forme de hit en fait. On va parler un petit peu plus de ce qui se passe en dehors de la WWE, même si on avait évoqué un petit peu ce qui se passait. Maintenant on va vraiment approfondir le sujet. On va commencer par traverser le Pacifique. On va aller parler du Best of Super Juniors 2019. Avec 3 matchs notables dont on voudrait vous parler, le Tanahashi versus White, le Moxley versus Robinson et la finale Ospreay contre Shingo. Quel était ton préféré sans trop de surprise, Lynx, pour commencer? Shingo contre Will Ospreay. Après bon, il y en a qui ont adoré le Juice Robinson contre Moxley, ce qui n'est pas mon cas. Je pense que il n'y a pas de réel doute. Non, mais de toute façon, comme souvent, hein, dès qu'on a Ospreay sur une carte, d'autant plus quand c'est une finale là des Super Juniors et que voilà, il y a pas grand chose en face dans ce show. C'est vrai qu'il peut ressortir. Enfin voilà, ce serait difficile de pas ressortir avec le match of the night. Il y a toujours des matchs qui volent le show parce que là il fallait quand même qu'il y ait des matchs qui tiennent la route puisqu'ils étaient au Ryogoku, donc une grande salle, donc c'était un événement pour les juniors. Donc il fallait quand même qu'ils ajoutent quelques gros noms, donc Tanahashi qui faisait son retour, Moxley qui faisait ses débuts et qui gagne une ceinture. Vu le talent de Shingo et Will Ospreay, c'était sûr que ça allait être ça le match de la soirée. Non, ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, le Ospreay contre Shingo était franchement pas dégueulasse, bien rythmé. Safe. Moi, comme c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant d'enregistrer, c'est vrai que ce qui me marque chez Ospreay, c'est que bon, l'air de rien, c'est pas son style de catch ne veut pas qu'il soit safe, mais il arrive quand même à le rendre assez safe, du coup pour être regardable sans être crispé. On sent vraiment qu'il maîtrise son sujet. Et puis voilà, c'était un match très très agréable. Il y a pas de surprise de ce côté-là. Après oui, en face on avait quoi ? On avait Tanahashi contre Jay White. Alors là, je t'avoue que celui-là je l'ai pas vu. Celui que j'avais vu il y a quelques mois de ça j'en ai eu cure. Est-ce que tu l'as vu peut-être ? J'ai regardé et personnellement je l'ai préféré au Moxley Robinson. Bon, ça reste la structure basique. Donc White qui s'attaque à la jambe, il me semble, au genou. Récemment blessé de Tanahashi. Bon, c'est simple, mais je pense que c'était bien fait. Après, Tanahashi, on voit qu'il s'essouffle un peu, on voit qu'il fait de moins en moins, qu'il est de moins en moins en forme. Mais je trouve que ça marchait. Bon, on s'en souviendra pas, mais c'était regardable. D'après moi. Enfin après ouais, je vais peut-être me faire des ennemis. C'est vrai que Tanahashi, déjà le dernier match que j'ai vu de lui, c'était quand il gagne la ceinture contre Omega. J'avais pas été convaincu plus que ça. Après tout le monde avait trouvé que c'était un excellent match où il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein, mais j'avais pas été convaincu plus que ça. J'ai l'impression qu'il avait un style assez je sais pas, il commence à vieillir athlétiquement. Et Jay White, j'en ai pas entendu que du bien. Donc c'est sûr qu'entre les deux. Après Tanahashi, il a 40 ans, un peu plus de 40 ans, donc c'est normal. Je trouve qu'il a encore une super forme quand même pour son âge. Ah bah après 40 ans, c'est pas une fin de carrière. Tu vois qu'il a encore quand même quelques années devant lui, même si les blessures commencent à le rattraper un peu, on le voit. Ouais. Parce que je pense que mentalement, il est encore dedans. Et donc tu l'as préféré au Mox contre Robinson.
Après ça, je t'avoue que j'ai pas vu, ça m'étonnerait pas parce que j'ai vu le Mox, enfin j'ai pas vu le Tanahashi contre White, mais j'ai vu le Mox contre Robinson. J'ai rien vu de très impressionnant. Oui, c'est vrai qu'il est meilleur que ce qu'il faisait à la WWE, l'ex Dean Ambrose, mais c'est pas encore foufou quoi. Ouais, si on passe d'un D à un C-. Question in-ring. Donc c'est vrai que je suis pas convaincu. Juice Robinson en face, c'est pas non plus quelqu'un qui peut carry un match. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que t'as vu? Après, ça s'explique au fait de l'emploi du temps. Parce qu'avant, Dean Ambrose, il avait quoi, 2-3 matchs par semaine. Là, il a pas catché depuis un mois peut-être. Donc évidemment, il est plus impliqué dedans. Et il sait que c'était son premier match, donc il avait pas le droit à l'échec. Donc il était obligé d'être à fond. Même si bon, je trouve qu'il est un peu aussi limité. Mais il a utilisé son style, le style un peu le brawl. Ouais. Après avec Juice Robinson, voilà, moi j'en ai ma claque de lui. Tout le monde nous vendait comme un grand. Au début j'étais fan aussi, mais bon, au final c'est toujours la même chose. Ouais, t'es pas prêt à le voir une troisième fois champion US NJPW. Ah bah de toute façon ça n'arrivera pas, ça je pense. C'est la deuxième fois qu'il a été champion. Là, son règne, il était insignifiant possible. Il coïncide avec cette époque où on n'entend plus trop parler de la NJPW parce que voilà, la plupart des grands pontes se sont barrés à la AEW. Et c'est vrai que ouais, lui, il s'est un peu évanoui avec son titre. On n'en entend plus parler. Et puis, ouais, c'est pas un grand règne, quoi. Bah pareil, enfin c'est le titre lui-même qui devient insignifiant. Il a été signifiant que quand Omega l'avait. Et depuis, c'était Jay White. Jay White, on se souvient d'aucun de ses matchs de titre. Après, c'est Juice. On se souvient de rien. Cody, il a détenu pas longtemps. Après, j'ai Juice encore. Enfin, c'était abominable encore. Et du coup, Mox maintenant. Mais si je ne m'abuse, en plus, là, Robinson, il est parti sur autre chose. Il est plus du tout sur la revanche pour récupérer le titre. Là, il était sur un autre bordel. Donc, je sais pas. Il me semble qu'il est passé à autre chose, mais du coup, qui pour concourir face à Moxley pour le titre, ça va être la grande question. Ah bah il me semble qu'il y avait eu des leaks comme quoi ça va être Zack Sabre Jr. j'ai vu pour Kisner Road. Oh putain quelle horreur. Ouais, c'est pas génial, mais enfin après voilà, hein, chacun aimera ou pas. Ouais, c'est vrai que Zack Sabre Jr. c'est pas ma cam non plus. Ça va être forcément des Gaijin puisque c'est un peu le titre, même si tous les Gaijin tournent autour de chaque titre. Ouais. Mais c'est un peu le titre exprès pour les Gaijin. Et puisque c'est pas florissant de ce côté-là, on n'aura jamais de bons champions, je pense. Pas avant qu'il y ait de bons Gaijin qui arrivent par vague, mais c'est vrai qu'ils ont essuyé une vague de départ qui est assez compliquée. Mais ça, on en parlera plus tard dans le courrier de la communauté, parce qu'on a une question de Heavy Tribes qui parle un petit peu de tout ça. King's Name, qu'est-ce que tu penses d'un potentiel Moxley contre Zack Sabre? En fait, ça me fout la gerbe. Pas parce que j'ai la gueule de bois, parce que vraiment l'affiche, je les déteste tous les deux, à peu près. Moi, je préfère quand même Moxley à Sabre Junior. Entre guillemets, j'aime pas le catch technique de Sabre Junior. Je trouve que c'est du. Sauf que Sabre Junior en particulier, c'est du vent, ce qu'il fait. Et je trouve surtout qu'il a une dégaine affreuse, quoi. Ouais, non, c'est. On parlait de Jay White, mais. Hors antenne, pas de Jay White. Mais Zack Sabre Jr., c'est niveau 0 de charisme, vraiment. Je préfère quand même peut-être le style Zack Sabre Jr. Bon, déjà, je l'aime pas beaucoup, hein, mais je préfère peut-être son style à celui de Moxley, parce que celui de Zack Sabre Jr., c'est vrai il se passe pas grand-chose, mais au moins, on a une sorte d'innovation. Voilà, je vois des trucs, des fois, je me dis, c'est intéressant qu'il ait pensé à ça, de cette position. C'est pas, voilà, on n'y croit pas une seconde, on n'achète pas du tout aucun de ses matchs. Mais voilà, je vois une certaine forme d'innovation, des choses qui pourraient être utilisées par d'autres en mieux, alors que Moxley c'est un style brawl qui est utilisé depuis des années, depuis des décennies, mais avec rien d'innovant et puis pas une grosse intensité. J'aurais du mal à voir un match, les highlights d'un match de Moxley, quoi. Je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait à mettre dedans, quoi. À part son finisher. Toi, Lynx, un potentiel Zack Sabre Jr. contre Moxley? Je pense que ça va être horrible, tout simplement. Je pense que le clash de style ne va pas être fusionnel, parce que Zack Sabre c'est un peu, technique, même si tout le monde crache sur ce côté technique qui n'est pas vraiment technique pour certains. Moi non plus. Je trouve qu'il ça va encore, même s'il fait beaucoup de merde. Mais en plus avec Moxley qui va pas du tout chercher le côté technique, je pense. Non. Donc ça va partir en brawl, ça va partir en n'importe quoi, surtout que Zack Sabre il est avec Suzuki Gun, donc ça va être
ça va partir à l'extérieur et ça va se brawl et à la fin il va y avoir de la merde. Ouais. Et Moxley va conserver. Il faut qu'il cherche son clan en plus, Moxley, parce qu'on sait pas encore avec quel clan. Je pensais que ça allait être Suzuki-gun, mais après c'est pas officiel. Hein. Je pense Zack Sabre, Moxley, c'est juste des leaks que j'ai vus en fait. Non, après c'est vrai que le style de Zack Sabre Jr. c'est pas en fait le style technique, déjà je trouve que ça a rien à voir avec le catch. Je veux dire, c'est quelque chose, t'es censé nous faire croire qu'il y a un impact, qu'il y a une douleur. Et le style technique, ça s'implémente très bien avec un autre style, tu vois, par exemple à Daniel Bryan, il est un peu virevoltant, lui il est polyvalent, il fait un peu tout, mais il est pas juste technique. Alors que Zack Sabre Jr. il est juste technique et puis c'est un bon supplément, mais c'est pas une base suffisante. C'est pas avec ça qu'on va faire des grands matchs. Mais c'est son aspect technique à lui qui n'est pas suffisant. Il y a des catcheurs qui suffisent amplement à eux-mêmes avec leur style technique. Jonathan Gresham tout simplement, qui vient de la qui a fait le Best of the Super Juniors, parce que en plus quand t'es vraiment technique tu peux ajouter un peu de striking. Ouais. Oui, c'est ça, mais c'est qu'il faut du striking, il faut quelque chose en plus, il faut une base, enfin... Ah mais Zack Sabre Junior quand il frappe, non, c'est pas crédible. Il n'y a pas grand chose. Non, il est pire. Le pire c'est quand il sème aussi, c'est pas crédible. Après vérification, Zack Sabre Junior, en fait il a un match avec Kingston Road, mais c'est en tant que champion, parce qu'il est champion de la Race Pro, poids lourd, contre Yoshihashi. Oh, cool. Donc ouais, ça va être très mauvais. Il y a des très bonnes affiches à Zack Sabre Junior, vraiment. On le gardera quand même, ce débrief qu'on a, même si c'est vrai que du coup a priori ce sera pas ça, mais du coup pour reprendre l'embranchement, mais si ça se fait pas le Moxley contre Zack Sabre Junior, mais qui pour courir après le titre de Moxley? Des gaijin qui valent le coup. Ça peut être des mecs horribles, après ça peut être des japonais, à mon avis, ils ont vraiment une campagne d'idées. Ça peut être des Lance Archer, des trucs comme ça. Du coup, on a fait le tour un petit peu, on est parti un petit peu plus loin que le Mox versus Robinson, parce qu'effectivement sur ce match il n'y avait pas grand chose. J'ai pas parlé du match que j'ai vu. Pourtant j'étais là vraiment tout le long, hein. Je suis pas parti, mais... Oui, bien sûr. Je finis de manger, excuse-moi. Moi du coup je disais... J'ai vu la finale Shingo contre Ospreay. Mm-hmm. Déjà, je trouve ça con de faire gagner Ospreay, mais bon, après, c'est leur choix, mais bon. J'aime bien Ospreay, mais Shingo méritait amplement la victoire. Et le match était très cool à regarder. Et il y a deux styles assez différents, et pourtant ça colle bien entre eux. Donc j'ai bien aimé. Pourquoi Shingo méritait amplement la victoire Parce que Ospreay va passer heavyweight. C'est prévu qu'il passe heavyweight, mais il a déjà gagné le Best of Super Junior surtout. Ouais, mais Ospreay c'est le catcheur junior à long terme pour la New Japan. Hein. Shingo il est déjà passé poids lourd, donc voilà. Est-ce que ça vous plairait dans un futur hypothétique de voir Ospreay avec la ceinture suprême? Non. J'aime bien Ospreay, mais bon, je le vois pas trop avec la ceinture. Enfin, je le vois avec la ceinture, mais pas avec la New Japan. À la limite, qu'il ait un match de titre pour la ceinture, ça serait bien. Mais il a gagné, non. Enfin, en tout cas, il a pas du tout le gabarit ni rien pour l'avoir, pour prétendre passer devant des Okada, des Tanahashi et des futurs stars qui arrivent. Ou des Jay White. Ouais. On peut passer sur ce qui s'est passé à Dominion. On commence par qui? King's Name. Oui, j'ai regardé Moxley contre Umino. Pas grand chose. Pas grand chose à dire, pas grand chose à voir. C'est un peu dommage. Ça aurait pu être cool de voir Young Lion faire un vrai match, mais non. Donc tant pis. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, Alex? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis. C'est pas un vrai match, il se fait squasher. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Ça a été un squash, c'est triste. C'est triste, d'autant plus pour un Young Lion alors. Young Lion faire un vrai match contre Moxley pour ses débuts. T'as Moxley qui vient d'arriver, et c'est dommage de favoriser Moxley par rapport à Shota Umino à ce point, quoi. Je veux dire, tu donnes vraiment tout le booking à Moxley, c'est un peu dommage. Non, mais c'est normal. Les Young Lions, ils sont là pour subir. Ils font que perdre, ils gagnent jamais. Non, mais certes, qu'ils gagnent pas, c'est tout à fait normal, tu vois. Il fallait que Moxley gagne ce match, mais que ce soit un squash. Mais c'est totalement normal. Moxley, faut qu'il paraisse comme quelqu'un de puissant. Il vient de gagner la ceinture. Les Young Lions, ils savent qu'ils sont là pour subir. Tant qu'ils sont pas gradués, ils vont subir, ils vont se prendre tous les coups jusqu'à la fin. Hein. D'accord, c'est le rôle du Young Lion, c'est vraiment de mettre en avant, quoi. On va dire, c'est
Ouais, ils sont là pour vraiment subir d'être les victimes. C'est le principe, c'est pour se renforcer. Hein. Et c'est parce que ça teste le mental aussi. Hein. S'ils ont pas le mental pour subir autant, ils ont pas le mental pour être catcheur ensuite. D'accord, ouais. À la tough enough. Oui, dis-moi, Kings. Effectivement, c'est logique que Moxley gagne, forcément. C'est juste dommage que ce soit un squash. J'aurais bien aimé voir un vrai match, voir ce que Moxley vaut. Peut valoir sur un ring NJPW. Ouais, on va voir ce que ça donne dans les prochains mois, prochaines semaines. Bah, déjà, on pourra voir ce que ça donne face à Omega, il me semble, à la AEW. Je crois que c'est officiel. Ouais, bah, en même temps, face à Omega, c'est vrai, il prend pas trop de risques, hein. J'ai envie de te dire. Ouais, mais bon. Enfin, après, justement, c'est que ça peut être très risqué. Pas tant que ça. Ouais, voilà, c'est que si tu arrives à faire un mauvais match avec Omega, ce qui est quand même pas impossible, tu passes vraiment pour un noob, quoi. Pas demander à Jericho. Voilà. Pas du tout. Mais bon. Après, je pense qu'ils vont faire un match comme Omega Jericho à Wrestle Kingdom 11 ou 12, non 12. Donc ça veut dire grosse brawl à l'extérieur, machin. Sauf que ça va être Moxley, donc du 109, entre guillemets. Et ça va passer crème. Je sens que je vais pas trop aimer, mais allez, je vais donner une. On n'est plus, hein, mais bon. On va se donner une chance d'aimer Moxley quand même, on sait jamais. Dominion, donc oui, Mox contre Shota Umino. On a eu Kota Ibushi contre Naito. Allez, ouais. On va jouer les connards. Lynx, ce match de 0 à 5, tu lui donnes quelle note ? -1. -1, ouais, tu l'as trouvé vraiment scandaleux au niveau de la safety, quoi. Bah, scandaleux non, mais c'est parce que je veux voir dans un ring, surtout que c'est pas du tout. Ça amenait pas du tout à ce que ce soit dangereux comme ça. Je veux dire, il y a pas de haine, c'est juste de la pure compétition entre les deux, et ils cherchent à se tuer. Je trouve qu'il y a pas de quoi amener ça. Encore si c'était deux mecs qui se détestaient, donc qui se tuent, même si ça, je trouverais ça limite. Je trouverais ça acceptable, mais au vu de l'histoire racontée, c'est pas du tout la bienvenue. Non, c'est dommage parce qu'après voilà, si on enlève ce genre de bump super dangereux, le match en lui-même, ça peut se discuter évidemment. Je l'ai trouvé étonnamment pas si mauvais que ça. Je dis étonnamment parce que Naito, je suis jamais trop fan de ce qu'il fait. Là, je trouvais que les deux avaient quand même une bonne alchimie. Je trouvais que ça allait très très bien entre eux. Après, c'est sûr qu'il y a eu ce bump sur le bord du ring qui est très dangereux pour la nuque, qui vient un petit peu crisper, on va dire, le spectateur. Non, honnêtement, ouais, comme j'ai posé la question, je suis obligé de me mouiller. Moi, comme je disais hors antenne, je lui donne un 3,5 quoi, parce que c'est vrai que c'était un bon match, j'ai bien aimé, mais je mets un handicap pour ce genre de bump très dangereux et qui peuvent mettre fin à des carrières. D'autant plus que, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que Ibushi a déjà eu une fracture de la nuque. Oh, ça m'étonnerait pas, non, mais je suis pas certain. Il me semble qu'il travaillait sur une nuque déjà endommagée. Mais... Ah bah, ça serait juste logique, mais ouais. Ah oui, je crois qu'il a vraiment été blessé. Ouais, il me semble, oui. Ouais, il me semble qu'il a déjà des antécédents au niveau de sa nuque et que il continue. Non seulement il continue le match, mais avec la même intensité. Il me semble. Fin 2018, il s'était absenté. Ouais, non, c'est très dangereux ce qu'il fait parce que déjà il continue à combattre avec le style et même quand il réalise ce genre de bump, il continue à finir le match avec des bumps sur la tête qui sont très très crispants, très crispants. Le problème, c'est que Naito, il est pareil. Ouais. Naito, il est pareil, et c'est le 3e ou 4e match depuis cette année. Donc voilà, ça se répète un peu, donc ça fait partie aussi du fait que j'ai pas aimé le match du tout. Ouais, c'est les mêmes. En moins dangereux, mais c'est les mêmes. King's Name, est-ce que tu as quelque chose à en dire ? En fait, moi le match, je l'ai trouvé bien. Enfin, j'ai bien aimé, sauf évidemment les gros bumps dangereux. Sur ça, j'avais trouvé le match très sympa. J'aime beaucoup, c'est le pelé kick d'Ibushi sur Naito sur la 3e corde. C'est pas la plus. J'arrive pas à parler, excusez-moi. C'est pas le spot de l'année, mais bon, je trouvais ça bien foutu. Non, ouais, il y a des spots très sympas. Hein. Par exemple, il y a un spot qui me vient en tête aussi qui est pas non plus foufou, mais je l'ai trouvé très très bien exécuté. C'était Naito qui est sur les fesses ou sur les genoux, je sais plus, mais en tout cas il est au sol sur le ring et il y a Ibushi qui lui tend la main comme pour le relever et Naito qui passe de très très fatigué à il bondit sur l'épaule de Ibushi, mais vraiment avec l'agilité d'une mouche, quoi. C'est impressionnant, il lui bondit dessus. Il y a quand même des spots assez sympas quand même qui sont bien exécutés. C'est pour ça que j'ai trouvé une bonne alchimie, j'ai trouvé que c'était bien exécuté ce qui se passait sur le ring. Ça devait être un des seuls spots pas mal. Aussi, je crois qu'il y avait eu un contre en Destino
Après, les Destino aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un finisher, puisqu'à chaque fois il en faut au moins 3 pour finir un match? Déjà, en soi, déjà, je suis pas fan de la prise. Je trouve, en fait, dans le catch, je suis conscient, tu vois, quand on connaît que dans une prise, les 2 catcheurs sont engagés, mais j'aime pas quand la prise engage plus celui qui la reçoit que celui qui la prend. Et sur le Destino, ouais, on voit clairement que celui qui la reçoit, il est là, il attend patiemment, puis il aide à tourner, il aide Naito à passer en arrière. Enfin, c'est trop assisté, je trouve. Ouais, surtout que Ibushi, à chaque fois, il atterrit sur la tête pour essayer de bien vendre le move, entre guillemets. Donc, à un moment, il va vraiment se tuer. Ouais, c'est le style Ibushi, on va dire. Hein. À Dominion, donc on a eu Ospreay contre Dragon Lee. Franchement, je vois pas trop quoi dire de plus que le Ospreay versus Shingo. Encore un excellent match des deux, hein. Ospreay et Dragon Lee. Voilà, cette fois, c'est 2 styles qui sont plus en adéquation et ça colle quand même. Voilà, donc moi je sais pas, c'est encore un très bon match. Lynx, cette fois, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé ça bien moins bon que la finale. Hein. Ouais. Je trouve que ça s'est trop tiré en longueur, il y avait pas trop c'était pas trop structuré. Après il y avait des séquences, les séquences que tout le monde veut voir, le Frankensteiner à l'extérieur contré par Ospreay qui se relève, ce genre de truc, ça c'est ce que les gens aiment. Bon, je vous avouerai que je m'en fous un peu. Bah, c'est une sorte de pattern, on va dire. Il y a une sorte de cahier des charges de Ospreay où il y a quand t'as Ospreay contre un autre high fly ou un voltigeur ou un spot monkey, chacun l'appelle comme il veut, il y a toujours un cahier des charges, genre il faut faire ceci. Il y a toujours cette petite séquence un peu lucha où il y en a un qui va répondre à l'autre avec la petite galipette. Après voilà, moi je suis encore client de ce genre de choses, mais je comprends que ça peut lasser au bout d'un moment. Puis voilà, c'est le style qui devient un peu redondant, mais voilà. J'ai pas encore vu assez de Ospreay pour que ça m'ait lassé. Au moment, ça me va. King's Name. J'ai pas trop aimé moi. Avec Lynx, j'ai préféré de loin la finale. En fait, j'ai l'impression que c'est un match, contrairement à Shingo Ospreay, c'est un match que on a l'impression d'avoir déjà vu en fait. Il y a des moves, il y a des beaux moves, des très bons spots, mais je sais pas. Ouais, d'accord. Ouais, c'est à peu près le même constat. Mais après, oui, je suis d'accord. Hein, celui contre Shingo est meilleur que celui contre Dragon Lee. Après, voilà, j'ai quand même apprécié les deux. Qu'est-ce qu'on a de beau aussi? Ah bah, Jericho contre Okada. Moi, j'ai regardé un highlight mal monté avec de la musique de merde. Ouais. De toute façon, comme on disait hors antenne, si tu mets du skillet dans tes highlights, déjà, il y a un problème. Sur le match en lui-même, qu'est-ce que t'as pensé à part le montage? Alors, t'aurais pu me le dire avant que je commence à manger. Alors, le match, non, j'ai même pas terminé le highlight en fait, parce que ça m'a essoufflé. J'aime beaucoup Okada, mais Jericho, voilà quoi, il est plus aussi bon qu'avant. Déjà, j'étais pas un grand fan de Jericho avant, donc pas convaincu du tout. Est-ce que ça carry un match Okada de manière générale? Plutôt non, avec le match qu'on a vu. Non, mais après là c'est vraiment un cas spécial parce que pour carry Jericho en 2019, putain, faut une sacrée charrette. Mais par exemple, tu vois, si je dis un Okada contre Moxley, moi j'imagine pas grand chose de foufou quoi. Non. Après, il a quand même carry Bad Luck Fale plusieurs fois, faut quand même le dire. Il a réussi à rendre ça digeste. Mais ça, c'était pendant son grand règne où il était au sommet de son art. Ouais, c'est quand il était le meilleur. Petite question, ce règne-là, il part beaucoup moins bien que le précédent, si je ne m'abuse. Hein. Bah, le précédent est très dur à atteindre. Enfin, c'était son règne, son ancien règne IWGP Champion était incroyable du début à la fin. Mais c'est vrai que là, déjà, il a gagné le titre contre Jay White. Déjà, le titre avait perdu énormément d'intérêt avec Jay White. Déjà, moins de prestige. Après, évidemment, le titre est toujours hyper prestigieux, mais je parle de prestige du moment. Vraiment, au moment où il gagne, c'est pas genre, il a gagné le titre suprême, c'est non, il a débarrassé Jay White du titre, quoi. Et puis surtout, ça s'est fait très peu de monde en a parlé quand c'est arrivé. C'était juste, voilà, Okada a gagné. Lynx, est-ce que tu as quelque chose à en dire? Sur le match? Sur le match, honnêtement, il n'y a pas trop de surprises. On sait que c'était pas génial. Plutôt sur la situation du
du titre, pour pas tomber dans la review de match, on va plus parler de la situation. Le titre en ce moment, est-ce qu'il va mieux que quand il était récupéré des mains de Jay White, ou est-ce que pareil ça patauge encore un peu en ce moment, même si c'est Okada qui le tient? Bof, hein. Franchement, déjà rien que la vue des challengers, c'était Sanada, sa première défense, et là Jericho. Ça part mal. Je pense qu'il va pas tenir le titre longtemps. Parce que quand il avait sa ceinture, ses premiers challengers, c'était Kenny Omega dans le match dont on se souvient tous, à Wrestle Kingdom 11. Ouais, 11. Et je crois que c'était Marufuji aussi, Nomichi no Marufuji. Donc un beau match. Là, le niveau des challengers, ça parle souvent de la qualité d'un règne. Et ça présage un règne pas aussi catastrophique que Jay White, mais plutôt fade. Non, mais c'est vrai que le roster NJPW pour le moment il est en crise, hein. Depuis que t'as les gaijin majeurs qui sont partis à la AEW, et si tu ajoutes à ça des blessés comme Takahashi, t'as un roster un petit peu en berne, quoi. Là par exemple, si tu devais imaginer un dream match pour le titre face à Okada, tu mettrais qui là? Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué à dire, parce qu'il y a pas trop, ils n'arrivent pas à créer des vrais stars. Il y a des Naito et des Ibushi, je pense que ça va être Ibushi, mais franchement, à la limite Ibushi, même si bon. Ouais, Ibushi, c'est sûr que ce sera un super match, mais pour moi ça reste on dirait un super junior, tu vois, c'est un mid-carder plus ou moins, c'est pas un titre, c'est pas un établi comme champion, tu vois. Ah, Ibushi, il était crédible, parce qu'il a failli gagner le G1 Climax contre Tanahashi, il était en finale. Donc, et sa victoire était presque certaine, c'était une surprise, Tanahashi quand même. Donc je pense qu'il serait pas, c'est pas du tout, ça me choquerait pas du tout de le voir champion, même si je suis pas pour. Après, il faut qu'il reste vivant en ça, quoi. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ce serait dommage d'avoir un dream match sur le banc des remplaçants entre Ibushi et Takahashi. Oui, voilà. Non, et puis Tanahashi, on en parlait tout à l'heure, après ça n'engage que moi, mais Tanahashi, j'ai plus trop envie de le voir tourner autour du titre. Tout à l'heure, on disait que Okada, pour carry un match, c'est pas systématiquement gagné. C'est un peu compliqué tout ça. Après, Ibushi Okada, ce serait un très bon match. Et puis Ibushi est très très apprécié par la foule. Mais surtout que j'ai pas le souvenir qu'on ait déjà eu un Okada Ibushi. Je sais pas si je me trompe. On n'a pas eu un il y a pas très longtemps quand Okada avait plus le titre. Je vais regarder. On en a eu en 2014. Mais ouais, je pensais que c'est quand il était 2014, il était encore poids léger, non? Ça, je regardais pas à l'époque. Ouais, je crois qu'il était poids léger. Ah oui, et il a eu un match. En fait, c'était pas en tant qu'Ibushi, c'était contre Tiger Mask W. Et c'était Tiger Mask W, en fait, c'était Ibushi. Donc en fait, ils ont eu un match en 2017, je crois. Ah. Je me rappelle. Oh là, ouais. Ça remonte pas tant que ça, et effectivement, ouais, ça donne un petit peu de crédit à Ibushi pour le titre. Ouais. Bon, à voir. En tout cas, ouais, c'est vrai que ce serait l'affiche la plus agréable à regarder. Ouais, ce serait Ibushi contre Okada, je suis assez d'accord. Après, le problème, c'est que ce genre de choses, c'est un peu prévisible, puisque Ibushi perd le titre alors qu'il vient de le gagner. Ça veut dire qu'il a plus rien, il a que le G1 à gagner. C'est pareil que Naito. Naito, quand il l'a gagné, c'était pareil, il avait perdu le titre à Dominion. C'était sûr qu'il allait gagner le G1 et il l'a gagné. Donc ça c'est pas subtil de faire ça en fait, parce que Ibushi il a gagné le titre tout récemment et c'est comme s'ils avaient oublié qu'ils allaient le faire gagner au G1. Donc ça me casse un peu les couilles aussi cette gestion des titres. Très bien, donc pour Dominion, ouais voilà la situation un petit peu de ce qui se passe à la NJPW. En parlant de ceinture, on va repartir du côté des États-Unis. On va parler un petit peu de Double or Nothing. Allez, juste au passage, vous avez vu la ceinture, vous la trouvez comment? Assez dégueulasse. C'est vrai? Assez quelconque, ouais. Ça ressemble un peu à la ceinture Ring of Honor, la nouvelle. Ouais, ça pas original, pas très belle, un peu compacté tout ça. Ils ont tout compacté, ils ont mis AEW et voilà. Ouais, vous êtes nombreux à pas l'avoir trouvé classe. Moi, c'est vrai que je l'ai trouvé très jolie parce qu'elle fait déjà, elle fait garnie, elle fait épaisse, elle fait titre en fait. Voilà, elle fait vraiment prestigieux. Elle fait pas trop fouillis comme j'ai pu le lire à gauche à droite parce qu'il y en a qui disent elle fait vraiment trop chargée. Moi, je sais pas, j'aime bien. Le logo AEW qui ressort, j'aime bien. Et puis après, voilà, on est obligé de comparer. Si tu le compares au titre de la WWE, on est quand même sur notre planète, quoi.
Ah oui. Au moins, ça ressemble à une ceinture mondiale, quoi. Voilà, ça ressemble pas à un jouet. Ouais. Toi, King's Name, tu l'as vu le titre? Oui, bien sûr. La ceinture en elle-même, j'ai pas trop de soucis avec elle. C'est surtout le gros AEW sur la ceinture. Ça fait jouer. Je trouve ça fait très crado. Enfin, je trouve le logo est moche, tout simplement de la All Elite Wrestling. Et je trouve que rajouter ça dessus, c'est du gâchis. Ça fait occidental, je trouve, parce que c'est vrai que si t'avais mis une fonte un peu plus à la IWGP, ça ferait un petit peu trop titre asiatique, tu vois. Tu sais, l'air de rien, tu vois, tu peux déterminer si un titre il est sur tel ou tel continent. Et du coup, je trouve que cette fonte là pour le AEW, ça ressemble vraiment à un titre américain, du coup, parce que sinon ça aurait été compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé de beau à Double or Nothing? On va peut-être pas tout décrypter, comme on a dit, on va pas faire une review. Tiens, bah vas-y, YOLO. Qu'est-ce qui t'a marqué sur Double or Nothing? De quoi tu pourrais parler? Bon, qu'est-ce qui m'a marqué? Attendez, je regarde les matchs là. Le match des Joshi. Les Joshi. Ah, ça va faire travailler les hormones de la skicker. Je l'ai vu. Bah évidemment, Cody contre son frère. Ouais. Le match of the night. Ah oui. C'est un des meilleurs matchs de cette année pour l'instant. On n'a pas été gâtés niveau match cette année. King's Name, est-ce que tu l'as vu ce match? Je l'ai pas encore vu. En fait, moi j'ai vu que 3 matchs de Double or Nothing pour l'instant. J'ai vu le match avec Christopher Daniels, Kazarian, tout ça. J'ai vu le premier match féminin que j'ai pas vu jusqu'à la fin, ça m'a saoulé, et le match des Joshi. Mais en fait, les matchs, c'est pas tant sur les matchs que j'ai des trucs à dire, mais c'est surtout sur ce qu'il y a autour du show et la création de la AEW. En fait, ça va être simple, c'est peut-être une petite phrase comme ça. Les nouveaux fans et AEW, genre de pas de mal à le dire, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, je vais mettre juste sur, peut-être 50% des gros casse-couilles. Alors pour moi, c'est le même produit, un peu le même produit que la NJPW et les gars, ils sont là, oh, c'est un nouveau truc, ça va changer le monde. Oui, c'est ça, c'était comme la NJPW pendant un temps, une grosse hype, c'était ça. Sans citer de nom, sur le Fofo, on a des fanboys AEW et des fanboys WWE, donc il y en a ouais, ça casse-couille. Mais ça, des fanboys, il y en a partout. Ouais, c'est voilà. Juste, il y a différents. Sur le forum, par exemple, puisque personne ne regarde le catch japonais, on n'en voit pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a qui sont vraiment exécrables. Des fois, j'en vois sur Twitter. Ouais. Ils sont aussi chiants que les fans de la WWE, New Japan et. Ah non, mais moi je suis très gavé, même les fanboys de NJPW, heureusement ils sont moins nombreux. Par exemple, les mecs comme Meltzer, tu vois, je peux pas me les voir, quoi. Tu sais, tu le sens que c'est des gens qui sont profondément fanboys, tu vois, parce que, bon, déjà, que tu donnes des notes si tu veux. Après, voilà, j'en veux pas à Meltzer de donner des notes, j'en veux aux gens de prendre ça au sérieux. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter de surnoter certains et de sous-noter certains juste pour se donner un genre. Et ouais, voilà, des fois, ce qui est regrettable, c'est vraiment le fait que je me donne un genre. Il donne pas un genre, il est avec ses potes, les Kenny Omega, machin, et il lui offre toujours des places pour aller là-bas. Autant Meltzer, je trouve que vraiment c'est absolument n'importe quoi ces notes. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de farine qui passe dans le nez avant les matchs, mais autant donc, je trouve ces notes absolument ahurissantes, mais c'est ses notes. Il essaye pas de convertir le monde, c'est ses notes. Voilà. Après, t'as toujours des fans, pareil, les fanboys de Meltzer qui lui joue un culte pas possible. Feuillant est encore plus insupportable parce que quelqu'un va lui dire que ce match c'est un 3 étoiles, il va dire non, ce match c'est un 4 étoiles et demi. T'as rien compris à la JPW, mon gars, attends. Ouais, non mais d'accord. Salut à tous, Norbert Feuillant, j'imite bien. Je sais pas, je connais pas après, mais non, après voilà, c'est très agaçant ce qu'ils font ces gens. Ouais, on a eu l'annonce, on va dire, que pour le premier match pour le titre, ce sera Hangman Page contre Chris Jericho. Kings, qu'est-ce que tu penses de cette affiche? Infâme. Ouais, oui. Là-dessus, on chie sur Jericho au début du podcast. Maintenant, le suspense, c'est sur qu'est-ce que vous pensez de Hangman Page? Ouais, Hangman Page, j'ai rien contre lui, mais c'est pas une tête d'affiche, quoi, du tout. Il faut qu'il soit construit comme tête d'affiche, là, il sort de nulle part. Je suis pas d'accord.
Il est pas assez. Comme je le disais avant l'antenne, je le découvre, Hangman Page, je le connaissais pas avant. Et j'ai l'impression que je le connais toujours pas, même si je l'ai vu catcher. Entre-temps, j'ai regardé un peu ses matchs. Je le trouve pas charismatique pour un sou. Je trouve qu'il fait, catcheur générique un peu. Et Donc du coup contre Jericho, qui lui est très charismatique mais qui a un in-ring pas potable. Le match n'est pas une affiche de rêve pour moi, donc ça part c'est pas une belle première affiche. Bah ouais, c'est terrible. Après j'en ai pas grand chose à carrer de la EW, mais pour niveau tournoi, je sais pas comment ils ont organisé ça. C'était 2 demi-finales, donc avec Pac qui est pas signé et qui veut pas se coucher, du coup c'est Hangman Page qui gagne je sais pas comment. Après Jericho qui bat Omega, je sais pas comment ils ont choisi déjà ces 4 participants, pourquoi c'était eux. On n'a jamais vu un match de cette fédération. Donc déjà ça part mal. Ensuite le match, comme a dit Kings, Hangman Page, il est pas encore, ils nous l'ont pas vendu comme une top star, parce que il avait fait un bon G1 l'été dernier. Mm-hmm. Donc je peux comprendre qu'ils veulent l'élever. Mais les fans américains qui n'ont pas vu, ils comprennent pas pourquoi ça serait lui. Pourquoi pas Omega, ils sont fans de lui. C'est exactement ça. Bon après pourquoi ils ont mis ce genre de match et 2 demi-finales d'un coup, c'est parce qu'ils voulaient faire de grosses affiches pour le premier vrai show de la AEW. Mais du coup c'est vrai que c'est la title picture qui en pâtit, parce qu'ils se sont enfermés encore une fois dans un cul-de-sac en faisant gagner les Bucks et Cody. C'était compliqué de faire gagner Kenny Omega, ce que je comprends. Et puis il fallait mettre en avant le nouveau finisher de Chris Jericho, qui soit dit en passant n'est pas terrible, surprise. Mais ils sont enfermés dans un cul-de-sac. Pareil. Après je suis d'accord. C'est vrai que faire gagner Adam Page dans la Battle Royale qui était en pré-show, je suis pas fan de l'idée. La Battle Royale qui elle-même n'était pas géniale d'ailleurs, c'était un peu... c'était mal rodé tout ça, c'était mal rodé. On a eu du bon catch, ça restait rafraîchissant de voir un show de la AEW, mais c'est vrai que si quand tu repars de l'arène et que tu oublies le strass, les paillettes et que tu fais l'analyse, c'est pas prometteur, t'as pas des affiches très prometteuses. Donc c'est vrai que ça aurait pu être sympa qu'ils profitent des shows qui arrivent là jusqu'au weekly là pour attendre octobre pour organiser un vrai tournoi proprement dit, avec des affiches un peu moins belles, mais avec plus d'attente et une meilleure affiche pour le titre au final, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Après, ils auraient pu faire un tournoi aussi sur la longueur, genre 2-3 matchs dans leur pay-per-view. Ils auraient pu faire le début du tournoi sur Double or Nothing, ils auraient continué sur Fighter Fest, sur Fight for the Fallen. Tant pis. On se retrouve avec Jericho et Hangman. Ça fait vent, ça. Ouais, non, mais c'est vrai n'empêche que c'est vrai que si tu regardes, moi j'avais jamais vu ça sous cet angle, donc comme quoi tu vois les podcasts c'est intéressant parce qu'on étale tout, l'air de rien. Si tu regardes les affiches potentielles pour le titre IWGP, putain je sais jamais l'ordre, tu regardes l'affiche pour le titre AEW et tu regardes les affiches pour la WWE. En plus, ils ont intelligemment su garder les snars à côté, tu vois, au cas où. Putain, les shows, c'est chiant comme la mort, mais honnêtement, ils ont les affiches pour eux. En fait, on est en train de débattre de plateforme, de demander l'avis de YOLO sur la question. Du coup, YOLO, t'en as pensé quoi de Double or Nothing? J'en sais rien. Porno. J'ai 11 ans et demi. Voilà. Du coup, toi, Lynx de BG, c'est vrai que qu'est-ce que tu préfères comme affiche entre les 3 pôles que j'ai cités? Bah, étant donné qu'il y en a 2 où il y a le Jericho dedans, par élimination, ça sera la WWE. Non, pour le moment, à la NJPW, il n'y a plus de Jericho, heureusement. Ah oui, donc un potentiel Okada et Bushi, tu veux dire? La WWE, il se dirige vers où plutôt, du coup, puisque ça sera pas AJ Styles Rollins? T'as Kofi contre Dolph Ziggler pour le moment encore. Ah, et t'as Seth Rollins contre Baron Corbin. Hein. Ah bah ça c'est absolument vomitif. Ah non, ouais, donc, c'est vrai que... Okada. Ouais, honnêtement, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que pour le moment, c'est encore Baron Corbin. Ouais. Ah oui. Ouais, en tout cas, voilà. C'est l'état du catch pour le moment. On l'aime pas, c'est ce qu'on a. Vérifier avant. Non, mais comme quoi c'est intéressant parce que dans le paysage du catch de nos jours, tu vois, si j'enlève là où on se répète sur Jericho, l'air de rien, ce qui fait plus parler, c'est ce qui est hors WWE que la WWE, donc c'est intéressant.
c'est à cause de la WWE qu'on parle plus de ça, hein, puisque les gens cherchent à regarder quelque chose d'autre, ils cherchent une alternative. Ouais. Et la WWE, ils arrivent au moment pile, au bon moment où les gens cherchent cette alternative. Ils retrouvent des noms familiers, Moxley, Ambrose, Jericho, Omega, c'est là, ont déjà entendu parler de ces gens-là, donc ils sont pas non plus défamiliarisés. Spears, là, comment il s'appelle Teddy Dillinger, ouais. Mais non, mais c'est vrai que ouais, c'est clairement la WWE qui se tire une balle dans le pied en se créant une concurrence à elle toute seule, en fait. Parce que c'est vrai que si la WWE était pas aussi mauvaise en ce moment, il n'y aurait jamais eu de AEW. C'est pas plus mal. Donc du coup, oui, c'est vrai, sur Double or Nothing, qu'est-ce que tu as retenu de beau Bah voilà, on a déjà un peu évoqué le Cody versus Dustin, qui était quand même voilà, sympathique comme tout. C'est un euphémisme. Mais les Links de BG, qu'est-ce que tu as retenu de beau sur ce Double or Nothing? Cody Dustin, qui est pour moi le match de la soirée. Ensuite, l'opener, donc SCU contre Strong Hearts, qui était regardable. Et le match des Joshi, évidemment. Dédicacé à la sticker. Ouais, fallait qu'elle sorte, j'en étais sûr. Ouais, carrément. Toi, qu'est-ce que tu as retenu de beau de ce Double or Nothing? J'ai bien aimé, enfin j'ai pas vu grand chose parce que j'ai toujours pas réussi à le rattraper. J'ai bien aimé le match avec STU contre Strongers, et après ouais, le match de Joshi était sympa, mais pas vu que j'y connais rien en Joshi, j'ai pas trop suivi. Le premier match féminin était à chier, puis après j'allais regarder ah oui, il y a aussi Best Friends contre Angelico et Jack Evans. Rien à branler, donc j'ai pas regardé. Bon, bah, c'est très bien, vous me laissez le seul match du coup qui mérite d'être discuté aussi, c'était le match aux antipodes du Cody contre Dustin, le Young Bucks contre Lucha Bros. Ah oui, ouais. Parce que c'est vrai que Cody contre Dustin, c'était un in-ring plutôt moyen, on va dire, même s'il y a eu de bonnes choses, hein. Il y a eu quand même de bonnes choses entre Cody et Dustin, mais l'in-ring, on va dire, était tourné autour du moyen. Mais il y a eu un storytelling absolument phénoménal. Et en face, t'avais les Young Bucks contre Lucha Bros, qui était un in-ring absolument phénoménal, avec un storytelling bourré de near falls, qui était assez désagréable pour moi. Ça m'a vraiment sorti du match à plusieurs reprises. Après, c'est vrai que c'était de l'acrobat catch absolument poussé à son paroxysme, mais c'était très beau à voir, oui. Lynx, qu'est-ce que t'as pensé de celui-là? C'est typiquement le match que je déteste. C'est le genre de match que je déteste le plus. Les gens qui font des galipettes, qui font des gros moves, des Frankensteiner reverse, puis après ils se retrouvent sur leurs jambes. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Après, quand tu débranches ton cerveau, c'est sympa, mais voilà. En fait, moi, ça me fait juste débrancher mon cerveau, je pense plus à rien d'autre, et je suis même pas fasciné en fait par ça. Donc ça m'apporte rien du tout, je n'aime pas du tout. Bah, c'est qu'en fait, ouais, je sais pas. Bah, tiens, je vais d'abord te faire causer là-dessus. King's Name aussi. Tu l'as vu ce match? Lucha Bros, Young Bucks. Lucha Bros, non, j'ai pas encore le temps de le voir. Bon, bah alors je reprendrai là du coup. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, du coup, ouais, mais en fait, c'est curieux parce que c'est vrai que quand tu regardes bien, en fait, ce genre de match est presque trop bien exécuté parce que c'est acrobatique, c'est joli, c'est bien exécuté. Maintenant, c'est vrai que tu sens que les prises, elles ont plus d'impact. Et par exemple, si tu prends un match qui est extrêmement beau, hein, même une série de matchs, c'était à SmackDown sur l'année 2018 entre Rey Mysterio et Andrade. C'était une série de matchs absolument phénoménale qui était très très acrobatique, très bien exécutée, mais les prises avaient une importance. Et en fait, c'est juste le fait d'implémenter une touche de storytelling, une touche de valeur aux prises qui change la valeur d'un match. Pour moi, c'est vrai que tu prends n'importe lequel des matchs de Mysterio versus Andrade en 2018, il vaut plus que ce que j'ai vu entre les Bucks et Lucha Bros, quoi. Ouais, en plus, elle est là justement la différence entre le Spot Fest et la Lucha Libre, parce que certains auraient tendance à faire le rapprochement entre la Lucha Libre et ce genre de match, alors que c'est malhonnête, parce que la Lucha Libre, il y a quand même du storytelling. Andrade et Rey Mysterio, on l'a bien vu. CMLL, c'est pareil, c'est pas juste des spot fest, c'est pas des mecs qui voltigent, bien qu'il y en ait, mais ça a de l'importance, hein. À chaque fois, c'est un move important quand il y a un topé. Ah ouais. C'est pas juste ouais. Non, il y a quand même une signification derrière à chaque fois, une importance et un impact sur la suite du match. Et puis il y a cet élément de surprise qui est vraiment, je trouve, donne une touche de dynamisme énorme à la CMLL.
Des fois, ça peut se terminer sur un finisher. Des fois, ça va se terminer sur un roll-up. D'ailleurs, même de manière plus commune qu'à la WWE. Mais c'est toujours bien amené. J'ai l'impression que ça reste crédible, ça reste des roll-up crédibles. Parce que c'est fait de manière technique et que c'est bien amené, comme je le dis, c'est qu'il y a il y a une vertu du storytelling derrière. Donc c'est vrai que le Spotfest, je suis pas trop fan. Bon après voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais tout à l'heure je parlais de Ospreay, je disais que j'aimais bien. Il y en a qui vont le qualifier de Spot Monkey, donc. Mais Ospreay, c'est pas vraiment un Spot Monkey, il arrive à apporter du storytelling aussi dans ses matchs. Il scelle quand même pas mal, il scelle bien, quand il crie, ça insupporte quelques personnes. Moi, j'arrive, ça me dérange pas trop, mais niveau selling, c'est ça qui le différencie de tous les Spot Monkey qu'on a aujourd'hui. Putain, qu'est-ce qu'il avait gueulé Ospreay qui m'avait fait rigoler pendant un match Ouais, bon, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce Double or Nothing, en tout cas de la situation, de ce que ça amène. Et du catch en tout cas qui s'en dégage, je pense qu'il y aura du catch vraiment un petit peu pour tout le monde, hein, parce que si tu prends rien que ces 2 matchs, Cody Dustin et Bucks Lucha Bros, c'est vraiment des matchs aux antipodes. Et il y en a pour tout le monde. Je comprends que ça ait créé de l'engouement. Après, si Cody Dustin, parce que là, il faut qu'ils sont en équipe, ils continuent à avoir ce genre de match, je pense que je suivrai leur match quand même, hein, puisque quand ils avaient des matchs Cody Dustin en 2013 à la WWE, ça c'était émotionnellement, on était bien investis quand même, hein, quand ils ont gagné les titres par exemple. Donc je pense que ça va être pas mal, parce qu'il y a, comme tu l'as dit, il y en a pour tout le monde, les fans de Joshi, les fans de Lucha Libre, bof. Les matchs les matchs japonais, il y en a pour tout le monde. Je pense que tout le monde a quelque chose à regarder. C'est vrai que c'est curieux aussi, mais c'est vrai que ton petit bof m'a fait réagir. C'est vrai que les Lucha Bros, c'est pas vraiment ils ont pas ce style Lucha Libre à proprement parler, je trouve. Ils sont un peu différents, ils sont un peu plus dans le spot. Bon après voilà, ça reste loin d'être désagréable à regarder, j'aime bien ce qu'ils font, mais c'est pas, je sais pas. Ils se côtoient souvent le milieu indépendant, donc ils ont perdu un peu leur côté Lucha Libre, même s'ils traînent à la AAA. Ouais. Bof. Bah c'était un match gratuit là qui avait été offert, c'était Phoenix, je crois, contre Pac. J'avais pas aimé, honnêtement, j'ai regardé en entier, hein, mais je me suis pas amusé devant ce match, alors que voilà. C'était quelle fédération ça ? C'était un match sombre en Angleterre, dans une petite fête. Il est sur le topic des matchs gratuits. C'est tout ce que je me souviens. Tiens, attends, je vais y faire un tour. Hop, Forum Catch. Il est où le topic des matchs gratuits ? Pac contre Pentagon Junior, pardon, autant pour moi. TNT Extreme Wrestling. Oui, c'était tout à fait lui. C'était Pac contre Pentagon Junior, donc à la TNT Extreme Wrestling. Et bonne ambiance, bon délire, mais le match en lui-même, l'in-ring, il est pas terrible. Le finisher, ça se finit pas sur un bon truc. Et puis c'est vrai que l'air de rien, savoir que c'est Pac qui gagne, ça gêne un peu, mais bon, parce qu'il perd jamais. Pac, c'est compréhensible. Hein. Oui, c'est compréhensible, hein, mais ça enlève un peu l'effet de surprise, on va dire. C'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. On tient déjà une bonne émission, messieurs, un podcast chargé. Et donc là, je vais mettre un petit cut vers la rubrique questions de la communauté du 7-9 qui a été enregistrée peu de temps après Money in the Bank. Donc du coup, ça commence à dater un petit peu. Mais voilà, restez avec nous quand même. Ok, donc on est reparti pour cette dernière petite partie, la partie question de la communautaire. King's Name, tu peux commencer à lire la première question pendant que Lynx nous met une petite musique d'ambiance. Eh bien, Peter, tu fais bien de me lancer là-dessus, car j'ai justement les questions du topic sous le nez. Quelle merveille. Et la première question n'est nulle autre que celle de Della Chancla, d'ailleurs, dédicace à lui. Dédicace à Della Chancla. Dédicace, bien sûr, le fameux Della Chancla, qui fait du tourisme sexuel régulièrement. Alors, la question c'est, quelle est la liste, bon je rajoute des mots parce qu'elle est très courte, hein. C'est quelle est, pour nous, la liste des plus gros trolls du forum? Oh là là. Selon mon humeur, je peux m'inclure dedans déjà. Colossal Bruel était quand même assez bon dans ce domaine. Bruel. Ouais, Bruel, ouais. Sinon, en troll, on peut pas ne pas parler de notre fameux pro whisky préféré. Ah oui.
El Famoso Il faut- Pro Whisky. Je sais pas qui d'autre. J'aimerais inclure Croquin. Ouais. Croquin qui Moi, serait plus rare, mais qui est beaucoup plus incisif. Moi, je l'ai noté. Ouais. Je l'ai noté 3 fois. Premier, deuxième, troisième. Coquin en 2018, il était phénoménal. Ouais, il a refusé le titre de fourneur de l'année. Ouais. Après, pour ceux qui font les lives, on en reparlera peut-être à la fin de l'année, mais l'humoriste de l'année, il y a plusieurs noms qui sont sortis. Pour moi, c'est Kakakak. Ah oui. Pour ceux qui font les lives, big up à Kakakak. Je suis pas là pendant les lives, mais Avec le sticker Homer dans le lit, là. Ouais. Avec le gif de Ric Flair qui fait un elbow drop au ring. Bon, Ouais, je pense qu'on a le fait. 95. après, tout le monde troll un peu sur le forum. Ouais, Après, voilà. tout le monde troll un peu, Flair troll un peu. Après, voilà, c'est pas des trolls, c'est pas un personnage, quoi. Ouais, voilà. Très bien. Question suivante, King's Name. Oui, alors, quelle est la meilleure. Excusez-moi, je bégaye. Quelle est la meilleure série topique parlant de cinéma et de catch actuellement sur le forum? Moi, je vais répondre à mon nom. C'est tout simplement la Aucun. Je pense que c'est celui de Bran Holt. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ça sur le forum. Une des premières parties de la série est sortie, c'est sur Hulk Hogan. Il me reste une dernière sous-partie à régler. Et après, on est fini des films de merde. Ça dira que j'arrive à écrire encore. Mais yes. Question suivante, Ouais. King's Name. Voilà, donc nous sommes de retour sur Énergie après cette petite pause musicale. C'est une question de Evil Trips. Je sais pas si je prononce bien, mais je pense Evil Tribes. Heavy Tribes. Tribes. Qui est donc, selon vous, la tentative Ok, allez, prochaine question. Attends, je vais la lire. Je me concentre. Vas-y. Selon vous, la tentative d'internationalisation de la NJPW voulue par le Booker cosmopolite Gedo ne va-t-elle être une voie de garage avec la perte de The Elite et malgré l'arrivée et le push de nouveaux gaijin pour reconstruire le Bullet Club? Links de BG, je pense que t'es le meilleur pour répondre à ça, t'es le plus à même, donc vas-y. Je suis d'accord pour trouver que les gaijin actuels sont plutôt nuls. On a l'exemple pour ceux qui regardent le Best of the Super Juniors avec El Fantasmo. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler. Alors vraiment pas. Moi, j'ai entendu parler Donc, en fait, c'est un heel qui a rejoint le Bullet Club. Et donc, son truc, c'est de faire des doigts à des enfants, prendre des casquettes à des trisomiques et les lancer dans la foule. Enfin, ce genre de Non, c'est nul. C'est nul à comportement chier. plutôt nul pour un heel il y a des trucs plus faciles à faire. C'est vraiment. Moi, je regarde pas trop la NJPW, mais c'est vrai que le peu que j'en sais, là, les Jay White ou les Jericho, même si Jericho, voilà, ça aide beaucoup moins, mais les Jay White, ça a rien à voir avec ce qui se faisait avec Omega et. On n'est plus à l'âge d'or du Bullet Club avec Valor et tout, quoi. Ouais. Et encore, c'était le seul clan où il y avait des gaijin. Là, il y en a dans tous les clans, c'est vraiment redondant. Après, c'est pas Bah, plus mal. il y a eu une américanisation du produit, en fait. Après, ça, c'est un mal pour un bien, parce que c'est vrai. Par contre, c'est vrai que Will Ospreay, quand même, il est à garder de côté, il est quand même pas mal. Mais quand même, ou Zack Sabre Jr., par contre, oui, effectivement, c'est pas terrible. Mais si on faisait que un clan avec des gaijins, ça ferait un petit peu suspicieux. C'est comme si à la WWE, tu faisais une équipe avec 2 japonaises et tu les appelais les Kabuki Warriors, tu vois. Ouais, C'est ça. c'est un exemple. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, c'est vrai que les gaijins actuels, c'est pas terrible. Moi, je sais pas si c'est une voie de garage, comme vous dites. Je sais pas si c'est la fin des gaijin, ou du modèle que la NJPW actuellement, où elle met beaucoup en avant les gaijin. Par contre, je pense que c'est vraiment la fin du Bullet Club, parce que là, c'est vraiment le clan le moins intéressant. Pourtant, il y en a des pas intéressants à la NJPW, mais alors, celui-là, depuis qu'ils ont viré un peu tout ce qui a fait la montée en popularité du Bullet Club et de la NJPW avec. Je veux dire, les Tamatonga, tout ça, ils sont encore là, c'est bien, mais c'est pas eux qui intéressaient les fans. Ça peut être la fin, sans doute, mais si c'est pas la fin, c'est juste un creux, parce que y en a beaucoup qui parlent du Bullet Club. Il y avait Prince David qui était quand même excellent, qui a fait populariser le truc. Ensuite, apparemment, c'est un petit peu retombé avec AJ Styles, des choses comme ça. Ensuite, on est arrivé vraiment sur l'apogée du Bullet Club, où vraiment, voilà, la meilleure vente de t-shirts au monde avec Omega et les Bucks et tout ça. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'une aussi grande période entraîne une très mauvaise période à peu près à la même échelle. Donc si le Bullet Club arrive à survivre, ça arrivera à faire mieux. Mais là, pour le moment, c'est indéniable. On ne pouvait que avoir
une période creuse après ce qui s'est passé, quoi. Ouais, mais moi je pense que la période creuse, ils vont pas s'en sortir. Comme si tu faisais des Generation X avec juste Road Dogg et X-Pac, quoi. Mais pour ce qui est des Gaijin actuels, pour répondre à la question intrinsèquement à Heavy Tribes, effectivement, du peu que j'en sais, comme vous, je pense que c'est beaucoup moins bon, quoi. Sauf que si t'as plus qu'un seul bon catcher, est-ce qu'ils vont réussir à signer vraiment un nom, ne serait-ce que vraiment populaire auprès du public? Bah avec l'arrivée de la AEW, je suis déjà assez content pour eux qu'ils aient réussi à garder des gens comme Ospreay, mais l'avenir le dira, quoi. On sait pas, mais c'est vrai que ça se complique carrément, quoi. Le Bullet Club n'est pas à la AEW. Non, mais justement, c'est comme tu dis, c'est les Bullet Club, est-ce qu'ils vont réussir à recruter des gens, des Gaijin de qualité? Les Gaijin, ils vont aller à la AEW ou à la WWE, et peut-être un petit peu à la NJPW, mais voilà, ça ira pas bien loin, quoi. Yolo, est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Comme je disais, c'est un peu la fin d'une ère avec le Bullet Club. C'est plus aussi bon qu'avant. Oui, carrément. Bref, en tout cas, on verra tout ça plus tard quand ça se présentera. Question suivante, Kingsnam. Alors, attends, je fais juste une recherche Google parce qu'en fait, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je vais vous laisser répondre avant. Question de Martini Police, a.k.a. USA Supremacist, oracle des Survivor Series, de son surnom. Ça va, il met ça en signature parce qu'il a fini premier des pronos sur un truc, mais moi aussi j'ai déjà fini premier des pronos et je me la pète pas. Hein. Alors, il n'a pas fini premier des pronos, c'est qu'il avait pronostiqué que Raw allait gagner absolument tous les matchs. Ah, ouais, oui, autant pour moi. Je baisse mon chapeau alors. Ça level dessus quand même. Et qui pose la question donc, quel est votre top 50 finisher? Je pense qu'on va faire un top 1. Ouais. Je ne vais pas quoi répondre, donc je vais vous laisser répondre. Mais... Perso, j'ai même pas envie de faire de top, j'ai juste envie de citer quelques finishers excellents actuels, on va dire, parce que après sinon ça devient trop vaste. Mais bon, toi Yolo, qu'est-ce que t'as en tête comme excellent finisher? En WWE ou autre? En actuel, comme tu veux toi, non? Vas-y, mets ce que tu veux. Alors moi je suis très très fan, ça peut paraître simple, mais le coup de genou de Kenny Omega, oui. Enfin, le coup de genou de manière générale. C'est pas vraiment un finisher à proprement parler, ça c'est une signature plutôt. Après en finisher, t'auras peut-être le running knee de soit Denise, soit de, voilà. de Daniel Bryan. Globalement, les finishers coup de genou, j'adore ça. Ouais. Sinon, j'ai pas vraiment de finisher préféré. J'aime beaucoup le curb stomp. C'est vrai qu'il est pas mal. Surtout quand les gens je crois que j'ai bien aimé le celle des AJ Styles. Oui, carrément. Celui contre les Snars aussi qui était excellent. Oui, voilà, quand l'adversaire sait bien vendre la prix, très bon. Moi déjà, ce qui me vient directement en tête, c'est le End of Days. Ah, j'aime pas. Ah ouais? Ah non, je n'aime pas. Oui. Le fait que l'autre doit courir vers Corbin pour que... Je comprends pas la logique. J'aime bien parce qu'en fait il le capture et il y a ce côté un peu imprévisible, tu vois, parce que si tu mets le setup en place, c'est vrai que même le RKO, tu vois, par exemple, il y en a plein qui disent best finisher ever, il faut que l'autre y plonge, enfin voilà, c'est un peu con quoi, mais le finisher en lui-même est cool. Moi je sais pas, le End of Days je le trouve plutôt sympa quand même, le fait de le balancer d'un côté puis de lui exploser la face à l'avant, c'est sympa, franchement c'est très sympa. Toi Kingsnam, est-ce que t'en as en tête? Alors moi j'en ai un mais j'arrive plus à trouver le nom, c'est le finisher du... c'est vraiment un finisher précis, mais que je trouve toujours incroyable. L'espèce de Canadian Destroyer de Teddy Hart. Ouais. Mais j'arrive pas à le retrouver son nom exact. Non, moi non plus. Finisher qui est très très dangereux, vraiment. Ouais. En fait, pour expliquer, moi c'est juste que je le trouve vraiment très impressionnant. Et bon, après, je pas spécialement Teddy Hart. Pour expliquer un peu aux gens qui ne savent pas, en fait, c'est un Canadian Destroyer, donc c'est un pile driver mais avec un somersault avant, on va dire. Un flip pile driver, sauf que Teddy Hart prend l'adversaire comme pour un pedigree, il prend les bras au-dessus du dos et donc il part en avant en salto avant. Ouais, l'adversaire retombe sur sa tête. Parce qu'il met une sorte de setup de Tiger Wong ou Tiger pile driver, je sais pas comment, mais bon. Je vais retrouver le nom tout de suite. Et sinon, ouais, le Carb Stomp. J'en avais noté quand même quelques-uns. Le Trouble in Paradise, je le trouve très cool. Ouais, simple. Après, moi aussi, j'aime bien les Shooting Star Press. Oui, c'est très sympa. Après, les finishers high fly, je trouve, t'en cites un ou deux, et puis après, t'as fait le tour. Genre le 450, le O5-4 de Ali, il est cool, mais enfin voilà, ça me fait plus rien, les finishers high fly, quoi. Le Murphy's Law. Le Murphy's Law de Buddy Murphy est super cool. L'Eclipse de Humber Moon. Et après, tout ce qui est RKO, tout ça. Ouais, voilà. C'est les bases. En espérant avoir suffisamment répondu à ta question, Martini Police. Voilà, je pense qu'on en a cité au moins pour 3000.
Et donc la dernière question. Oui. La question d'un ancien invité de ce podcast. Big up à toi, QC Style. Style, autrement dit Colossal Truel. Il me semble que c'est lui. Hein. Oui, c'est lui, ouais. C'est bien lui. Donc QC Style pose la question très intéressante. Que pensez-vous de la création du nouveau titre 24/7 ? Qui veut commencer ? Moi, Vas-y. c'est de la grosse merde. Voilà. Eh ben on est du même avis. Allez, vendu. Je vais me permettre de nuancer un petit peu. Parce que déjà je vais faire le parallèle qu'on peut pas éviter du dernier titre de 24/7 là, quand il y avait le Hardcore Championship qui était, je crois, si il me semble bien, c'était dans les années 2000, hein, quelque chose comme ça. En 2000, il a duré 2 ans, donc il s'est arrêté en 2002, donc je pense que c'est en 2000 qu'il a commencé. En fait, c'était pas prise de tête, faut pas voir ça comme un titre genre waouh, non, en fait, c'était vraiment un prétexte pour faire des segments comiques. Et il faut pas prendre ça pour autre chose que ce que c'est, quoi. C'est des segments comiques et il y avait une victoire de titre de Briscoe qui avait gagné le titre pendant le sommeil. Et en fait, voilà, c'était tout silencieux. Il y a l'arbitre qui fait le compte, mais sans toucher, rien du tout. Et il célèbre sans bruit comme ça. Et on entend l'autre qui ronfle. Je sais plus c'est contre qui le gagne, mais l'autre il ronfle. Et Briscoe qui célèbre comme ça très silencieusement. Puis il s'en va en faisant chut. C'est juste des segments comiques. Et d'ailleurs, je pense que ça va vite être refait comme ça parce que c'était très très bébête. Mais là, pour vous spoiler un petit peu, là à Raw, on a eu 3 champions inauguraux. Donc le champion inaugural, c'est Titus O'Neil. À la gueule des champions, quoi. Voilà. Ensuite, il va perdre contre Rude et il va perdre lui-même à la fin contre R-Truth. Et effectivement, c'est pas des champions, c'est juste des gens à qui on donne un petit peu de temps d'antenne. C'est pas prise de tête et les segments sont drôles. Franchement, c'est con, mais c'est super drôle. J'ai bien aimé voir ça. J'ai regardé dans les highlights et ça m'a tellement plu qu'après j'ai regardé les segments en entier tellement c'était drôle, quoi. C'est pas hilarant, c'est pas se claquer les cuisses, mais c'est amusant. Comme Johnny Gargano quand il fait un chop, quoi. Pas se claquer les cuisses. Ah, excellent, putain. Encore une dédicace à Colonel. Cadeau. Mais par contre, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai fait une liste parce que je comptais en parler justement. Donc cette question passe très bien. J'ai fait une liste de qui on voit sur ce segment-là à Raw, donc hier. On voit aussi Cedric Alexander et Bobby Roode. Donc tu vois dans quelle catégorie on les met déjà. Ouais. Donc déjà, eux, ils ont fait une marche en bas directe. Eux, eux, c'est des jobbers, c'est officiel, c'est acté. Bobby Roode, c'est dommage, pourquoi pas, bon. Après, c'est vrai qu'il est pas génial, mais bon, de là à le mettre vraiment dans l'undercard, c'est vraiment nul. Et surtout, on voit à un moment donné, il y a Roode qui cherche à se cacher dans les backstage et il se prend Lashley et Corbin de dos. Et Lashley et Corbin n'essaient pas du tout de le battre, ils en ont rien à péter. Donc tu sens une caste entre ceux qui se battent pour le 24/7 et les autres. Et du coup, Lashley et Corbin, ça vaut beaucoup mieux que Roode et Cedric Alexander. Donc on en est là, quoi. Non mais clairement, c'est le titre des jobbers. Hein. Oui, voilà. Alors, moi, du coup, je vais en parler aussi. Je vais nuancer un peu ton propos, Flair, parce que je trouve que tu es un peu trop optimiste par rapport à ce titre. Oui. C'est le titre des jobbers. Alors, moi, j'aurais préféré à la rigueur que ce soit un titre télévision, quitte à que ce soit pour les jobbers, autant que ce soit un nom mieux que 24/7. Le nom est dégueulasse. Ça me dérange pas. Le nom est dégueulasse. La ceinture. Comme la ceinture. Et surtout, le principe des Hardcore Championship, c'est que c'était des matchs sans disqualification où justement tu pouvais avoir quand même t'avais quand même un intérêt derrière. Là, il n'y a pas d'intérêt à part le fait qu'on puisse faire tomber n'importe quand. C'est pas la même era, hein, mais c'est les mêmes règles. Donc c'est vrai qu'on n'aura pas de trucs super edgy et tout, et trucs à la con, mais on a le droit aux armes et c'est un false count anywhere. D'ailleurs, la réaction de la foule est quand même assez incroyable. Exact. Déjà, quand il enlève le truc de la ceinture, il y a déjà une no-réaction. Ah non, pire, il y a des huées. Il y a des huées. Oui, 10 secondes plus tard, ça se fait huer, mais à mort, plus que le titre universel. Les fans attendaient le Hardcore Championship, le 24/7 Championship. Non, moi perso, ce que j'attendais, c'était un titre mid-card chez les femmes. Oui, moi aussi. Ouais. Oh, il y a déjà le titre tag n'est pas utilisé. Le titre tag qui est toujours pas défendu, en plus, il est chez les Iconic Stuff. Ouais. Ah oui, c'est Iconic, la championne. Quoi non plus. Oh ouais. Et les Iconics, elles sont apparues à Raw là pour faire un segment encore une fois très très malaisant. Donc voilà, elles servent à rien. Les Iconics apparaissent plus à Raw qu'à SmackDown alors qu'elles sont à SmackDown, hein, je crois. Ouais, mais elles détiennent un titre interbrand. Mais dans tous les cas, elles servent à rien honnêtement. À part leur célébration qui était très sympathique. À part ça, franchement, elles sont tellement, elles m'indiffèrent tellement qu'elles m'énervent presque. Donc je sais pas comment dire, mais Libérer Sacha.
Mais voilà, donc pour le titre 24/7, vous dites que c'est de la merde. Moi, je suis assez optimiste parce que ça va pas être un gros titre, ça va juste être des segments comiques et ça me va très bien. Donc honnêtement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. À part que la ceinture est très très moche. Ah, la faute. En fait, ils auraient quand même pu montrer qu'ils font au moins un effort. Là, ils le montrent pas, ils font juste pas d'effort. Ils n'ont même pas cherché un nom. Ils ont juste dit. Mais oui. Ouais. Mon effort 24 7 sur 7. Le titre 24 heures sur 24 7 sur 7. Les mecs, ils ont créé le titre en 3 heures et puis c'est bon. Voilà, c'est niveau 0 de la créativité, quoi. Ouais, ça me dérange pas, honnêtement, parce que j'ai pas envie qu'il donne un nom trop fantaisiste, mais bon. À choisir esthétiquement, vous préférez lequel? Le 24/7 ou le Cruiserweight? Cruiserweight. Oh, le Cruiserweight, quand même. C'est très loin. Bon, bah, c'est une question. Ouais, bien. Après, j'avoue, le violet est un peu moche. Mais Yolo, tu peux arrêter de crépiter dans les oreilles, s'il te plaît. Arrête de bouger. Putain, merci. Ah, c'est incroyable, ça. Ah, c'est jeune. Ça fait 3 heures qu'on est là, on discute, et puis monsieur peut pas s'empêcher de gigoter sur son siège, quoi. Ah. Mais titre Cruiserweight, je trouve que la couleur violet, c'est un peu redondant. Ça me dérange pas. Et le titre est beaucoup plus beau en doré. Ouais. Le titre en doré est magnifique, mais j'avoue qu'en violet, ça pique un peu. Non, mais le vieux titre Cruiserweight, lui, était très joli, mais bon. Enfin, bref. Je déteste. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Oui. On aura quand même fait un podcast assez mastoc, encore une fois. Ah ouais, 3 heures. J'avais prévu peut-être un petit quiz, mais on se fera ça peut-être une prochaine fois plutôt, parce que c'est vrai que du coup, on va dire, on doit rendre l'antenne, on n'a plus le temps. Et puis en attendant, bah, merci à Lynx, merci à toi Yolo, merci à toi King's Name. Merci à toi Fred de nous avoir invités surtout. Merci à vous les gars de m'avoir rejoint. Bisous au 7-9. Allez, ciao les gars. Ah bah. Vidéo, ciao tout le monde. Peace. Oui. La 7ème prise sur jeuxvideo.com, n'hésitez pas à y aller, ça me ferait très plaisir.